Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bonjour Donatien. Bonjour. Donatien Morvan, pardon, excuse-moi Donatien. Technicien sportif régional fédéral Aviron. Tout à fait. C'est la troisième année? C'est la troisième année que je viens, ouais. Ouais, alors merci à toi, c'est vraiment sympa. Donc Donatien, comme lors des 3 premières conférences, va vous présenter son parcours. Ce qui est très intéressant de la part de Donatien, c'est qu'il est un ancien étudiant STAPS de la mention entraînement sportif, ouais, donc comme vous. Et son témoignage est particulièrement prégnant, si vous y êtes attentif, je le souhaite, puisqu'il peut vous montrer un petit peu la voie de la réussite pour vous insérer dans la vie professionnelle du monde sportif. Voilà. Eh bien, mon cher Donatien, je vais te laisser la parole. On a largement 1h30, 2 heures, comme tu le souhaites, ouais, pour un échange avec nos étudiants et étudiantes. Ok, voilà. Super, merci. Du coup, encore une fois, donc, je remercie l'UFR et puis Frédéric de m'inviter sur ces conférences. Donc, comme ça a été dit, moi, c'est la 3e année que j'interviens donc, ici auprès d'étudiants de 3e année en entraînement sportif. Donc, c'est toujours un plaisir d'être là parmi vous. Parce que j'ai été à votre place assis ici à regarder donc, les intervenants il y a quelques années. Donc voilà, moi c'est toujours un moyen un peu de boucler la boucle. Parce que comme j'en parlerai par la suite au niveau un petit peu de mon parcours, c'est vrai que moi mon cursus TAPS que j'ai pu faire ici m'a clairement beaucoup apporté sur beaucoup d'aspects. Maintenant dans ma vie professionnelle. Donc voilà, donc vous connaissez le format. L'idée c'est que dans un premier temps, je vais un petit peu vous présenter mon parcours. Et dans un second temps, on va plus s'attarder sur là un terme qui vous paraît un petit peu peut-être nébuleux, technicien sportif, régional, fédéral aviron. Voilà, on va permettre d'étayer un petit peu ce que c'est concrètement. Parler peut-être un peu d'aviron, qui est un sport qui est relativement marginal en France. Donc pareil, refaire un petit point s'il y en a qui ont besoin de plus de précision sur l'activité. Donc voilà. Et puis, ça fonctionne, j'imagine, comme les années précédentes. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas à demander pour m'interrompre, pour qu'on vous passe le micro et puis qu'il y ait une interaction. Le but, ce n'est pas non plus que ce soit uniquement descendant. Donc, voilà. Donc, très rapide, une petite présentation. Donc, j'ai 29 ans. Je suis actuellement, donc, je vis à Rouen. Et notamment pour mon poste actuel, j'ai fini mon cursus à Caen et ensuite j'ai dû déménager à Rouen donc, pour suivre dans le cadre du travail. Et donc mon poste, donc technicien sportif régional, Ligue Normandie et fédéral aviron. Donc voilà, donc je travaille pour la Ligue Normandie d'aviron. Ça pour le coup, c'est très transversal, la disposition du sport, c'est-à-dire que ce soit aviron ou une autre discipline, on va avoir le niveau club, le niveau départemental, le niveau ligue. On a les clubs, les CD et puis les ligues. Donc voilà, donc moi je travaille principalement donc, sur cette échelle régionale et aussi sur des missions un petit peu plus globales qui vont être des missions d'ordre national. Donc voilà. Du coup, plus concrètement, au niveau de mon parcours, on va dire en tant qu'universitaire et en termes de tous les diplômes que j'ai pu avoir, donc finalement assez classique, 2016, donc un bac économique et social, donc bac ES. Donc là, si je ne me trompe pas, c'est plus la nomenclature que vous avez connue. Ce sont des spécialités maintenant. Voilà, c'est ça. Ce serait économie, gestion et... D'accord, ok. Et puis peut-être, après on met ce qu'on veut comme deuxième spécialité. D'accord, ok. Parce que ça là-dessus, c'est un truc, moi du coup, j'ai pas plus connu que ça, mais voilà, en gros, c'était un bac principalement donc, économique et social. Ensuite, je suis rentré en 2017, donc ici, donc dans cette UFR. J'ai fait ma première année en ayant déjà une idée assez claire du fait que j'allais choisir entraînement sportif. Ça là-dessus, j'avais pas beaucoup de doutes. Mais à cette période-là, c'était pas encore du tout gravé que j'allais travailler dans l'aviron, parce que du coup j'étais pratiquant, comme je dirais après sur les activités annexes, 2013-2015. Donc j'étais pratiquant d'aviron au Pôle Espoir Normandie, donc je pratiquais, à l'époque c'était donc haut niveau, maintenant ça a été recloisonné avec liste espoir, liste de haut niveau. Mais bon bref, donc j'étais pratiquant d'aviron, moi-même en tant que sportif. Alors, Donatien, tu disais que tu savais déjà que tu voudrais intervenir dans l'entraînement sportif. Oui, tout à fait. Est-ce que tu te souviens de la genèse de ce projet, être au contact de l'entraînement, des jeunes, des moins jeunes, je ne sais pas?
disons que comment dire, je me connaissant en fait déjà assez, on va dire, sur cet aspect-là à cette époque, je savais que je voulais avoir un travail avec du milieu humain, des relations humaines. J'aurais pas pu faire un travail où je suis tout le temps collé, le nez à un écran, sans interaction sociale. Ça, je sais que ça ne m'aurait pas correspondu, c'était pas possible. Et j'avais d'autres aspects qui m'intéressaient beaucoup déjà à l'époque. Moi, en tant qu'entre guillemets juste pratiquant, tous les volets de l'entraînement, j'ai toujours été très intéressé par tout ce qui est physiologie de l'effort, ce genre de choses, la programmation. Donc ça, c'est très tôt, c'est des choses où je me suis dit ça, je veux l'étudier. Mais par contre, je n'avais pas encore d'idées très arrêtées concrètement dans ma pratique, enfin dans mon milieu professionnel après ce que j'allais faire. Je ne savais pas encore exactement ce que je voulais faire, mais je savais que je voulais avoir donc la licence entraînement sportif, en sachant que cette licence vous donne droit à une carte pro. Donc voilà. Donc je suis rentré en première année, tout s'est bien passé. Donc je me suis logiquement ensuite orienté sur ma deuxième année sur l'entraînement sportif. C'est toujours la même chose, c'est deuxième année. Ouais. Deuxième et troisième année. Ok, très bien. Donc voilà, donc j'ai fait mon petit bout de chemin comme là vous êtes en train de faire. Donc ce parcours entraînement sportif. Et c'est suite à une de ces conférences-là, donc quand j'étais en entraînement, donc comme là vous le voyez, il y a beaucoup de professionnels qui passent et qui passent. Et en fait, il y en a plusieurs qui nous avaient fait part de l'intérêt qu'il y avait de la polyvalence en fait dans nos métiers et cette volonté d'avoir plusieurs cordes à son arc pour pouvoir se prémunir au maximum de la concurrence qu'il peut y avoir sur le marché sportif. Et je pense que cette concurrence, elle va augmenter de plus en plus. Ça, je le dis à chaque fois que je viens, mais c'est une réalité. On a de plus en plus d'offres sportives en tant que professionnel. Donc il y a toujours, on va dire, les canaux standards, donc comme vous faites, donc les canaux universitaires, vers les canaux de diplômes fédéraux, de diplômes d'État. Mais maintenant, il y a tout un tas d'autres diplômes, alors plus ou moins encadrés, mais qui fleurissent un petit peu sur le marché. Comme on entend pour être coach sportif, bon, c'est un peu 36 000 appellations. Mais toujours est-il que c'est ces filières-là, c'est des filières qui font rêver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent, comme vous, j'imagine, si vous êtes là, qui font rêver pour la suite dans le milieu professionnel. La filière STAPS, c'est une filière qui est en tension d'un point de vue, c'est Parcoursup maintenant, c'est ça, ouais. Voilà, sur Parcoursup, il y a beaucoup de gens qui veulent accéder à STAPS, qui ne peuvent pas forcément y accéder. Pourquoi? Parce que c'est très demandé et après, c'est l'offre et la demande, forcément. Quand il y a beaucoup de demandes, et à un moment sur le marché, il va y avoir de plus en plus de professionnels et de moins en moins de place. Alors, je vous rassure, il y en a toujours, mais pour moi, dans mon cas, c'était super important En fait, je ne voulais pas être lâché. Parce que je me suis dit, c'est bien, tu vas avoir un diplôme, super. Concrètement, qu'est-ce que tu fais de ce diplôme? Parce que finalement, ça, entre guillemets, ça reste qu'un bout de papier. Quelles vont être les compétences que va m'avoir donné ce diplôme? C'est le savoir-faire, savoir-être, toutes ces compétences qui vont me permettre d'être compétent sur le domaine du coup, là, de l'entraînement sportif. Et donc, je me suis dit, je veux me diversifier. Et donc, j'ai fait la demande auprès de l'UFR s'il était possible qu'une fois ma filière STAPS finie, donc validé ma L3, si je pouvais intégrer le cursus management du sport, parce que je trouvais que c'était une filière qui me paraissait assez complémentaire avec donc, la filière entraînement. Donc j'ai fait la demande aux deux responsables à l'époque, je ne sais plus si c'est les mêmes maintenant, mais en tout cas à l'époque j'ai fait la demande aux responsables. Et donc j'ai pu, en intégrant la troisième année de licence management, pouvoir avoir donc à la fin une licence STAPS Management du sport. Donc en gros, j'ai fait 3 ans de filière classique comme vous faites, et ensuite en 1 an, j'ai fait la troisième année MANA, et du coup ça m'a permis de récupérer une deuxième licence. Donc voilà, donc j'ai pu avoir 2 licences STAPS avec une mention différente en 4 ans. Oui, donc là c'est important, ce que tu dis, c'est que face à la concurrence sur le monde professionnel, tu as voulu cultiver un double parcours en fait. Exactement. Ouais. Ce qui te permettait de rayonner dans différents domaines. Ouais. Et ça, je pense qu'il faut vraiment, tout comme cultiver les diplômes fédéraux, enfin tu vas mieux nous en parler. Oui, tout à fait. Eu égard aux diplômes d'État et puis aux filières universitaires, bien sûr. Oui, exactement. En fait, c'était vraiment ça l'idée. Moi, c'était, déjà par rapport à d'autres, on va dire,
d'autres diplômes pour de l'entraînement sportif. Vous avez quand même choisi un diplôme qui vous donne pas mal de compétences dans des champs d'action, même si vous avez une spécialité quand même relativement large. C'est-à-dire, voilà, si vous voulez, après, avec votre licence TAPS, travailler avec des particuliers, etc., là-dessus, il n'y aura pas de souci. Vous pourrez faire un peu ce que vous voulez. De l'entraînement privé, vous allez être quand même plus large que ce que, après, je vais vous présenter, c'est-à-dire donc les diplômes fédéraux, le diplôme d'État, où là, vous êtes vraiment ultra spécialisé dans une discipline. Mais voilà, donc moi, je voulais vraiment ce côté polyvalence. Et ensuite, donc de 2020 à 2022, donc j'expliquerai plus en détail sur la slide d'après pourquoi ce choix. J'ai intégré donc un DEGEPS, perfectionnement sportif aviron au CREPS de Vichy. Est-ce que ça vous parle l'appellation DEGEPS ou pas du tout? Ça n'a pas l'air. Alors le DEGEPS. Ouais. Alors, donc c'est un diplôme d'État. Donc ça va être des diplômes il y a 3 niveaux. Il va y avoir le BPGEPS, donc ça va être le premier diplôme équivalent à niveau bac. Alors le DEGEPS, donc là c'est surtout le BPGEPS avec surtout les diplômes d'animation. Ensuite les DEGEPS, ça va être les diplômes d'entraîneur. Et ensuite il y a le DESGEPS, donc diplôme d'État supérieur. Où là, ça va être soit responsable de structure, soit entraînement sur du haut niveau. C'est équivalent Bac plus 3. En fait, c'est le même équivalent qu'une licence STAPS en termes de niveau de diplôme. Spécialisé dans une activité. C'est ça, spécialisé dans une activité. À savoir que le professorat, ça vous parle ou pas, le diplôme de professeur de sport? Vous en avez déjà entendu parler, puisque la semaine dernière, nous avions un professeur de sport parmi nous. Ok, donc vous avez dû avoir des petits éléments. Ils ont dû, mais je ne sais pas s'ils ont retenu. Alors ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, voilà, donc grossièrement, donc c'est un concours qu'on peut passer. Donc professeur de sport, donc à pas confondre avec professeur d'EPS, pas la même chose, qui va vous permettre notamment de travailler au sein d'une fédération en tant que conseiller technique sportif, régional, national, entraîneur des équipes de France, etc. Et donc, pour avoir le droit de se présenter à ce concours-là, donc il faut soit donc un DES-GEPS, soit au moins une licence STAPS. Donc voilà, c'est le même équivalent. Donc par ces 2 canaux différents, on arrive à la même finalité. Il y a la possibilité de se présenter déjà au concours du professorat. Donc voilà. Et donc suite à côté, comme je vous ai présenté, donc activité annexe, donc 2013 à 2015, pratique de l'aviron, donc ça je vous en avais parlé. Donc voilà, une pratique, je m'entraînais 7 ou 8 fois la semaine, donc une pratique assez régulière déjà. Et du coup, en parallèle, j'étais aussi donc encadrant bénévole dans une association sportive, donc c'était le club de Caen, à l'époque Société nautique de Caen et Calvados, donc club d'aviron de Caen. Et donc dans cette période-là, j'ai passé donc des petits diplômes fédéraux, donc là pas des diplômes professionnalisants qui ne permettent pas d'encadrer contre rémunération, mais qui attestaient d'un petit niveau de compétence déjà. Donc on peut passer au sein de son club, avec les professionnels du club, ils sont tout à fait à même de faire passer ces petits diplômes d'initiation, d'éducateur, etc. Nous on a initiateur, éducateur, entraîneur, donc j'ai passé l'initiateur et 2-3 petits diplômes. Parce que ça me plaisait déjà de faire de l'encadrement auprès d'une association. Alors encore une fois, à cette période-là, je le faisais pour, entre guillemets, mon plaisir, mais ce n'était pas du tout une idée arrêtée que j'allais devenir professionnel dans le domaine ou dans l'activité. Donc voilà. Ah, par contre, bon, c'était des flèches, je ne sais pas pourquoi elles apparaissent pas. C'est pas grave. Du coup, après les licences, à la base, donc au lieu de faire le DEGEPS comme je vous ai présenté, je voulais accéder au Master STAPS, tout simplement. J'aurais Master STAPS entraînement sportif. Mais il est arrivé donc une opportunité qui a fait reconsidérer un petit peu mes plans. Donc j'avais le technicien sportif régional, qui est donc toujours mon collègue maintenant, donc qui était lui jusque-là tout seul sur la Ligue Normandie d'aviron, qui travaillait pour cette ligue-là. La ligue s'était bien développée, le pôle s'était bien développé, et en fait, il est venu me trouver en me demandant, écoute, donc il me connaissait parce qu'il m'entraînait quand moi j'étais rameur au pôle, et donc il connaissait mon parcours que j'avais fait 2 licences TAPS, etc. Il m'a dit, écoute Donatien, moi je cherche à créer un poste pour m'accompagner donc sur la Ligue Normandie d'aviron, du coup ton profil m'intéresse, est-ce que ça ne te dirait pas de venir sur Rouen, de passer donc un diplôme d'État, parce qu'en fait là par exemple sur l'UFR STAPS de Caen, il n'y avait pas la spécialité aviron, donc si je voulais travailler de manière pro dans l'aviron, il fallait que je passe un diplôme d'État spécialisé dans l'aviron. Et donc suite à ça, il m'a proposé.
J'ai réfléchi, mais finalement pas trop longtemps, hein. Il m'a fallu même pas une semaine de réflexion pour finalement donc, accepter, donc reconsidérer mes plans. Hein. Donc j'allais, en fait, c'était juste avant d'ailleurs qu'on commence à pouvoir postuler pour les masters. Et donc finalement, je me suis dit, bon, bah, du coup, je vais tenter. Là, on m'offre une possibilité de professionnalisation directement sur un poste d'encadrement à un certain niveau, parce que du coup, c'était encadrement sur un pôle. Donc je me suis dit, bah, j'ai finalement pas grand-chose à perdre en acceptant et à voir ce que ça donne. Donc c'est suite à ça que je me suis dirigé vers un diplôme professionnalisant qui va être le DEGEPS. Alors justement, je trouve que le terme que tu emploies, opportunité, est particulièrement intéressant, notamment face à l'opportunité de faire des choix. Hein. Et là, tout ce que tu avais fait avant, naturellement, t'a permis certainement aussi d'avoir cette opportunité. Exactement. Bah, en fait, ce principe, hein, c'est toujours la même chose. On a des opportunités. Alors, on va dire, il y a une part d'inconnu, d'aléatoire, une toute petite part de chance, mais grosso modo, les opportunités, c'est vous qui vous les créez. Hein. À un moment, quand on est dans un milieu assez fermé, quand on vient vous proposer du job ou quand on vous vient proposer des missions de plus en plus importantes, c'est que vous avez bien fait le travail et que vous êtes créé votre opportunité. En fait. Et là, justement, ça rejoint aussi le parcours de nos 3 premiers intervenants. Hein, qui ont bien montré d'aller chercher les opportunités, hein, même Adrien Duterte qui parle d'une balle qu'il lance en espérant qu'il y ait un retour. Et là, on est vraiment dans cet esprit-là. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la personne qui veut t'employer te propose de te financer la formation pour le DEGEPS. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est pas négligeable. Complètement. En fait, c'est une formation qui a un coût, hein, c'est 12 000 € la formation. Donc oui, ça a clairement un coût. Et donc c'était sur cette formation-là, donc c'est la Ligue Normandie d'Aviron, hein, donc qui m'a financé. Alors il y a une aide aussi, il y a des aides, des subventions par notamment l'organisme de l'AFDAS qui va pouvoir apporter un soutien aux associations qui emploient des alternants donc sur ces genres de diplômes. Mais malgré tout, donc c'était un certain coût donc pour la Ligue. Sauf que moi j'ai eu la chance, alors là c'est un peu du détail, mais mine de rien ça joue. Il y a eu financement de la formation et puis financement de l'hôtel, parce que des fois c'était des séquences de formation d'une semaine. Bah, en fait tout ce qui était frais, nourriture, hébergement, tout ça c'était pris en charge par la Ligue, ce qui était loin d'être le cas de tous mes collègues de promo. Donc malgré tout, c'est quand même un confort de pouvoir accéder à ce genre de ressources. Donc ça, là-dessus, ça a quand même été un plus. Donc là, c'était une bonne opportunité à saisir. Oui, complètement. C'était vraiment une opportunité. C'était... puis je me suis dit... finalement, là, moi, sur le master, concrètement, sur ce que je vais faire après, je me suis dit, j'ai autant d'opportunités de rebondir par la suite, si ça se passe bien, sur ce qu'on me propose, que sur un master. Donc, je me suis dit, je vais tenter et puis on va voir ce que ça donne, quoi. Donc voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc là, tu deviens technicien à la Ligue de Normandie d'Aviron. Régional, ouais. Et du coup, le projet master, tu le mets de côté. Exactement. Ouais, donc, de toute façon, je le savais que là, c'était une voie. Donc, si tout se passait bien, ça a été déjà donc j'ai eu l'entretien avant du coup d'être, parce que c'est une embauche, mais en alternance. L'idée, c'était, si tout se passait bien, de pérenniser le poste et donc de passer en contrat à durée indéterminée. Ça, c'était déjà dans les cartons dès le début de mon embauche, avec toujours ce facteur où c'était pas sûr à 100%. Hein. De toute façon, j'imagine que vous le vivez aussi, parce que vous êtes tous normalement dans des associations. Sur l'organisation du sport en France, on est pour beaucoup très tributaire de tout ce qui va être subvention publique. Et en fait, selon les politiques plus générales, ça va avoir un impact direct sur nos associations. Et les fonds, on n'en a pas toujours. Donc il y a toujours ce facteur d'inconnu pour dire est-ce qu'on va pouvoir pérenniser ce poste? Parce que forcément, entre un poste d'alternant avec des bonnes subventions pour aider, et d'un coup, quand on passe en CDI avec le salaire chargé, le braquet pour ce que ça va coûter à l'association, il change vraiment du tout au tout. Donc ça, c'est aussi important de l'avoir en tête. Et donc moi, je le savais aussi que finalement, ça a duré, donc le DEGEPS, ça dure 18 mois. Et sur ces 18 mois-là, c'était aussi important de montrer que finalement, ça valait le coup après de m'embaucher, parce qu'à un moment, c'est aussi ça, c'est très bête, mais très pragmatique, mais c'est une réalité. Hein. Ouais, pour la Ligue, c'était un investissement. En fait. Oui, c'est ça, exactement. C'était un investissement. Et faut bien vous dire que vous, là, quand vous allez évoluer dans tout ça, dans tout ce milieu, dans tous vos emplois, ceux qui vont vous employer, il va falloir voir aussi ce que vous leur coûtez, ce que vous rapportez. C'est très mercantile, très pragmatique, mais c'est aussi la réalité du monde du travail, en fait. Hein. Donc, moi, c'était toujours aussi cette idée-là que j'avais. C'était...
Voilà, il faut montrer que c'est un échange mutuel entre la ligue qui m'aide beaucoup sur plein d'aspects, et puis du coup moi rendre l'appareil, et puis que ce soit un cercle vertueux pour que ça se passe bien, tout simplement. Un échange de bons procédés. Un échange de bons procédés, Mais parce que c'est tout à fait possible. J'aime beaucoup ton expression choix dans un parcours de vie. Ouais. En fait, je l'ai vraiment vécu comme ça. Hein. Si on peut imaginer en fait, la métaphore des voies de train, hein, finalement, le parcours de vie. Et puis, des fois, il y a des aiguillages qui vont nous faire changer de voie. Moi, c'est vraiment c'est vraiment comme ça que je le vois. Hein. Vraiment un aiguillage qui m'a fait partir sur un autre chemin. Et il y en aura peut-être d'autres, hein, parce que je pense que pour moi, voilà, une voie, elle n'est pas toute tracée. On fait un peu ce qu'on veut aussi. Mais à un moment, il y a quand même va y avoir des moments où c'est vraiment un changement d'aiguillage. Des fois, c'est un petit changement de trajectoire. Et des fois, c'est des changements plus profonds, plus concrets. Qu'il faut comprendre ou ne comprend pas, mais je pars du principe que vaut mieux pas regretter après de se dire putain, si j'avais su, à un moment, là c'est votre cas, vous êtes tous jeunes, etc. Il n'y a pas grand chose qui vous empêche de vous dire ça aussi, hein. C'est-à-dire quand on vous propose des choses ou tenter des choses, clairement il n'y a rien qui vous retient. Il n'y a rien qui vous retient. Ça c'est un mot d'ordre que je dirais, parce que c'est vraiment quelque chose qui est concrètement ce sera toujours bénéfique d'essayer de faire quelque chose. Hein. C'est plutôt que de rester, d'attendre, d'être attentiste. À un moment, voilà, faut y aller, quoi. Simplement. Exactement le même discours que Franck Doudet la semaine dernière. Ah oui. Il faut être sur le terrain, il faut y aller. Voilà, simplement. Hop. Du coup, bon pareil, il y a les flèches, mais c'est pas grave. Donc là, je voulais faire un petit peu le distinguo pour avoir vécu des deux côtés les diplômes universitaires, donc là, comme vous êtes en train de faire, et les diplômes d'État, donc BP, DE, DES. Deux manières d'apprendre, on va dire, la professionnalisation sportive un petit peu différente. Donc le diplôme universitaire, donc les licences, master, STAPS, apport théorique très important, bien sûr, vous le savez, hein, beaucoup de cours théoriques sur plein d'aspects, assez larges, surtout en première année, vous avez beaucoup de choses. Ça se spécialise un petit peu plus, donc là, sur les parcours que vous avez choisis. Là, vous allez avoir normalement donc, beaucoup de physiologie, préparation physique, etc., tout en troisième année. Et puis là, du coup, vous devez préparer tous un mémoire de recherche, ça n'a pas changé, donc voilà. Donc vous êtes en plein dans la théorie. Pour concevoir votre mémoire, normalement vous allez lire des revues scientifiques, etc. Donc normalement vous allez amasser beaucoup de connaissances, beaucoup d'informations. Et vous allez avoir ce que j'appelle donc cette capacité de conception, c'est vraiment comme ça que je le vois, c'est cette possibilité, même si dans vos domaines respectifs, il n'y a pas de chemin préétabli sur des méthodes, ça peut être, quand je dis capacité de conception, c'est très vaste, hein. Ça peut être sur des méthodes d'échauffement, de programmation, que sais-je. En fait, avec votre parcours, si vous êtes bien investi, vous allez normalement avoir des billes pour proposer des choses nouvelles, chercher à sortir un peu des carcans préétablis, un peu on a toujours fait comme ça, donc ça tourne comme ça. Ça, c'est un truc où je me bats beaucoup. Parce qu'en fait, notamment, moi, dans le domaine de l'aviron, c'est un sport qui est très, il y a beaucoup d'idées reçues et d'idées qui datent d'il y a un temps plus ancien. Et c'est très important pour moi d'avoir cette capacité de critique et de remise en question de plein de systèmes. Hein. Ça peut être la programmation, les manières de faire, les modalités. Ça, j'en parlerai plus en détail par la suite. Mais voilà, c'était vraiment... on a cette capacité-là de prévoir un programme d'entraînement sans qu'on nous l'ait décortiqué et pré-mâché avant. On peut vraiment, normalement, le faire de nous-mêmes. Et ça, pour moi, ça me paraissait super important. À l'inverse, donc sur un diplôme d'État, donc des EGEPS, alternance expérience de terrain, parce qu'il faut savoir que la manière dont ça se déroule, on va avoir sur donc 18 mois, sur les 18 mois, grosso modo, on va avoir sur 4 semaines dans le mois, une semaine où on va être donc, au CREPS, donc j'étais à Vichy, donc là avec des cours, etc., un petit peu comme vous le vivez au quotidien en STAPS. Et par contre, 3 semaines où en fait on travaille dans la structure. Donc c'est-à-dire qu'on est professionnel avec notre tuteur. Donc moi mon tuteur donc c'était donc le responsable du pôle donc qui m'avait demandé de venir. Donc voilà, donc on fonctionne beaucoup donc sur là clairement le concret, c'est-à-dire encadrer vraiment, entraîner vraiment, se rendre compte de plein de choses et de faire le lien. Moi, ça m'a vraiment permis tout de suite de faire le lien avec tout ce que vous avez pu voir en STAPS, notamment. Je reviens toujours au même, mais sur ce cours qui vous a peut-être paru un peu, pas assez concret sur le coup, c'est-à-dire sport, loisir ou travail. Vous l'avez eu ça, ce cours-là ?
Parce que toi, tu faisais partie de l'ancienne maquette. Ok. Il y a une nouvelle maquette. Il y a peut-être des choses approchant. Enfin, oui, tout à fait. En fait, moi, c'était un cours qui expliquait un petit peu tout le métier et le rôle de professionnel dans des champs, donc des associations, avec beaucoup de bénévoles autour. Finalement, dans les associations, vos élus, donc vos patrons, entre guillemets, c'est des gens bénévoles dans une association. Donc tout ça, c'est quand même un modèle qui est très différent d'une entreprise. Et ça, là-dessus, il faut l'avoir en tête. C'est vraiment très, très différent. Faut savoir que des fois, sur des élections de ligue, quand ça se parle de ligue, élections d'association, quand ça change de présidence d'un coup, ça peut changer beaucoup de choses pour vous en tant que professionnel. Parce que finalement, le président de l'association, il aura peut-être sur vos missions, il va peut-être vouloir changer vos missions, etc. Il y a plein de choses qui vont changer. Donc voilà, ces cours-là nous mettaient en garde un petit peu là-dessus. Aussi sur ce côté métier passion, faire bien attention à ça. C'est-à-dire d'éviter, sous couvert d'un métier passion, accepter tout et n'importe quoi au niveau des heures, au niveau de la réglementation du travail, etc. Que c'était important, je pense, sans être ultra strict non plus, parce qu'à un moment, on fait des métiers qui nécessitent une certaine largesse pour moi. Mais voilà, sans tomber dans des extrêmes, faire X heures non payées, avoir des journées qui ne s'arrêtent jamais, être complètement hors des clous. Donc ça, c'était important, quand vous êtes sur le terrain, vous l'êtes déjà, mais vraiment en tant que pro, de faire attention à ça. Et donc finalement aussi diplôme d'État, possibilité de professionnalisation. Donc là c'était pour être entraîneur dans le cadre de l'aviron, avoir cette possibilité-là de déboucher donc, sur un CDI. Pour expliquer assez rapidement comment ça se passe, c'est pas des notes, un diplôme d'État pour valider un DEGEPS. Ça n'a pas fonctionné comme en STAPS où donc, vous avez des moyennes, ça reste un petit peu comme le lycée, avec des modalités différentes, mais globalement vous êtes évalué, vous avez des notes. Ça ne se passe pas du tout comme ça sur ce genre de diplôme. On va valider directement vos compétences. Donc moi j'avais à valider la compétence entraînement sur l'eau d'aviron. Donc concrètement, c'est simple, une séance d'1h30 qu'on doit mener de A à Z, avec deux jurys qui vont observer toute la séance. Donc on doit la conduire, etc. Proposer la programmation de la séance, bien entendu. Et une fois que c'est fait, entretien pendant 30 minutes, où là, il y a plein de questions d'ordre général sur l'aviron, etc. Donc là, c'est vraiment des questions très spécifiques. Et donc suite à ça, faut cocher toutes les cases, tout ça c'est validé, dans la pédagogie, etc. Si c'est validé, donc on valide c'est un peu comme des UC. J'en avais un autre sur la préparation physique, donc autant dire que venant de STAPS, c'était très facile. Enfin, moi, l'épreuve de préparation physique, ça n'a pas du tout été un problème. Et ensuite, la dernière épreuve, c'était un UC sur le projet sportif, qui se rapproche beaucoup de vous sur votre mémoire. Normalement, il y a une partie au début, c'est présentation de structure, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Ouais. Donc, en fait, il y avait le début, c'est la même chose. Et après, c'était présenter un projet sportif, c'est-à-dire sur une saison, par exemple, avec une thématique, une problématique sur un groupe défini. Qu'est-ce qu'on met en place pour atteindre ce projet sportif, etc. Donc, voilà. C'est ces trois... ce triangle avec les 3 épreuves qu'il fallait valider donc pour pouvoir avoir ce diplôme. Alors, ces épreuves, elles sont relativement pratiques, surtout celles de PEDA. Elles sont totalement pratiques, ouais. Ce qui veut dire que l'alternance, en fait, elle valide l'alternance quelque part. Exactement. Puisque tu es sur le terrain, tu viens en formation une semaine sur 3, ouais. Et à la fin de la formation, tu es évalué, on va dire, sur ta capacité à encadrer un groupe sur l'eau. Exactement, c'est ça. Et donc, c'est aussi le moment de montrer tout ton savoir-faire que tu as cultivé pendant l'alternance. Mmh. Tout à fait. C'est une épreuve qui n'est pas facile, me semble-t-il. C'est ce que j'allais dire. Particulièrement l'épreuve spécifique d'encadrement sur l'eau, c'est loin d'être une épreuve facile parce que le jury s'attend à avoir des compétences vraiment concrètes. Et vraiment, là, on n'évalue pas juste animer une séance en sécurité. Ça, c'est parti du principe que c'est le b.a.-ba et que vous êtes censé l'avoir, bien entendu. Mais là, on attend vraiment de vous qu'il y ait au début la prise en main de l'équipage et à la fin de votre séance, doit y avoir une vraie progression technique des rameurs. Nous, on parle de transformation aussi, qui est liée donc naturellement à l'entraînement que tu as proposé. Exactement. Et donc, pour se préparer donc, à cette épreuve, c'était apprentissage de tout le catalogue d'entraînement fédéral, donc la spécifique aviron, sur les méthodes d'entraînement. Donc là-dessus, il faut quand même bien connaître les choses pour ne pas se faire piéger, savoir ce qu'on propose aux rameurs. On est vraiment questionné. Donc, il y a forcément une partie de l'entretien où ça va être des questions sur la séance concrètement qu'on a fait et d'autres questions plus générales sur l'aviron globalement, quoi. Donc voilà. Et donc finalement,
pour moi, donc ces 2 diplômes universitaires plus ce diplôme d'État, ça m'a permis d'avoir un fonctionnement complémentaire. Oui, j'ai juste pas précisé rapidement, mais en fait, le parcours, quand on va faire que les diplômes d'État, on va devoir passer par le BP d'abord, DE et DES GEPS, mais c'est quand même rare, il n'y a pas énormément de gens qui se dirigent vers le DES GEPS. Moi, en fait, j'ai pu commencer directement. Si vous voulez, il y a une épreuve de positionnement sur ce genre de diplôme. C'est-à-dire que vous vouliez faire un BP, un DE ou un DES, vous allez tous être dans la même salle. Avec nous, c'était un questionnaire, donc avec des questions physio, des questions sur l'aviron. Et après, on avait une analyse vidéo à faire, donc d'un équipage d'aviron. Et suite à ça, donc, on avait à rédiger. Et à partir de là, c'est là où on était positionné sur les diplômes. Donc moi, à l'époque, il y avait pas, l'époque où je l'ai passé, il n'y avait pas le DES qui était ouvert, parce que forcément, c'est très restreint, il y a très peu de personnes qui s'orientent là-dessus, donc c'est une question d'argent aussi, ils ne vont pas ouvrir le diplôme s'il n'y a que 3 personnes. Donc il n'y avait que BP et DE, et donc j'ai été dirigé sur le DE. Normalement, voilà, si après il y en a certains qui s'orientent sur ce genre de diplôme, avec une licence TAPS, ça devrait bien se passer pour vous, normalement. Donc voilà, un petit peu sur la manière dont je vois les choses au niveau des différents diplômes, étant passé donc du FR et CREPS. Voilà. CREPS, tu peux très vite nous dire ce que c'est? Oui, c'est le centre de ressources et d'expertise. En fait, ça va être des centres qui vont servir à la fois donc, pour les diplômes professionnels, donc comme les BP, DE, etc. Et ça va aussi être des moyens un peu d'internat pour certains athlètes. Les athlètes des pôles, notamment Pôle France, où ils vont être logés quotidiennement là-bas. Ça va être c'est des antennes, des relais sur la pratique sportive et notamment surtout la pratique sportive compétitive, quoi. Voilà. Donc ensuite, juste pour rappeler un petit peu mon poste d'un point de vue ce que je fais concrètement et surtout d'un point de vue rémunération. Donc je ne suis pas fonctionnaire, ça c'est important de l'avoir, donc je suis cadre de droit privé. Donc je suis salarié de la Ligue Normandie d'Aviron. J'ai une partie de mon salaire qui est payée par la Fédération française d'aviron, parce qu'on le verra plus tard, j'exécute des missions directement pour la Fédération et pas que pour la Ligue Normandie d'Aviron. Voilà, donc ce qui fait de moi un salarié, donc technicien sportif, donc pour l'aviron. Là, c'est un poste qui s'est pas mal développé sur le secteur de la fédération, dans le sens où il y a de plus en plus de missions à faire. Et donc à l'inverse, donc les professeurs de sport qui sont des fonctionnaires, pour vous la faire courte, ça va être des gens qui vont être mis à disposition à la fédération par le ministère des Sports. Et il y a un plancher, c'est-à-dire que nous, pour la fédération d'aviron, c'est un plafond à 40. Donc c'est-à-dire qu'il peut y avoir que 40 postes alloués pour l'aviron. Et si ces 40 postes, ils sont déjà tous pris, et s'il y a des missions qui s'accumulent, il faut qu'il y ait aussi d'autres personnes à même de remplir des missions fédérales. Et ça va être beaucoup donc, ce que font mes collègues et moi-même, donc les techniciens sportifs donc régionaux fédéraux. On va venir appuyer donc, les conseillers techniques pour accomplir les tâches qui incombent à la fédération et les ligues d'aviron. Donc en somme, tu es salarié de la Ligue de Normandie, comme tu l'as écrit. Oui. Hein, et ton statut est privé et t'es embauché, ton employeur, c'est la Ligue. Exactement, c'est ça. Donc, puis, voilà. des missions, si je résume, vis-à-vis de la Fédé, puisque la Fédé également finance ton poste, ce qui t'amène à intervenir exactement. sur des missions fédérales. Tout à fait. Du coup, c'est très intéressant, parce que tu es à la fois sur le local et sur un rayonnement plus national, quoi. Tout à fait. En fait, c'est ça qui me plaît aussi sur mon poste, c'est que voilà, donc je vais être sur ce carcan régional, donc ligue, et puis des fois donc sur ce carcan fédéral, donc sur la nation, ce qui est quand même toujours très intéressant et enrichissant. Et oui, malgré tout, j'insiste, mais c'est important cette prise d'une partie de nos salaires avec mon collègue. Donc on est tous les deux donc aidés. Sans ça, ce serait difficile de vraiment assurer 2 postes avec un salaire décent. Ce serait compliqué. Donc c'est vraiment important pour nous ce financement. Et pareil, pour moi, c'est un échange de bons procédés entre la fédération et donc nous, les techniciens, pour permettre de couvrir la diversité des pratiques qui est en train de s'appliquer au sein de l'aviron. Pareil, ça, je vous en parlerai un petit peu plus tard. Voilà. Et donc, à la différence, comme j'ai mis, donc, du professorat, où donc là, on est fonctionnaire, et donc c'est tout le fonctionnement fonctionnaire qui s'applique. Donc, voilà. Question ? Non. Le discours est clair, donc parfait, tu peux continuer. Ouais, je vais enchaîner, très bien.
Hop. Du coup, là pour rentrer un peu plus dans le concret, voilà, avec tout ce que je vous ai présenté, mes missions donc, sur le poste à échelle régionale, donc je redécoupe en missions sportives et missions que je qualifierais de développement. Donc sur les missions sportives, donc, une grande partie de mon temps hein, sur une semaine, ça va être l'encadrement des athlètes du pôle espoir, donc qui est situé à Rouen. Au sein du pôle, on a, donc des représentants donc, du club de Rouen, du club de Caen, du club du Havre, du club de Belbeuf, et également une francilienne donc, qui vient d'un club de Paris, qui fait ses études à l'INSA Rouen. Et donc on a avec nous également sur le pôle. Même si c'est donc un pôle espoir régional, on peut, dans certains cas, prendre aussi des athlètes de régions différentes. Et elle, dans son cas, c'est également notre meilleure athlète. Donc voilà, c'est athlète de vraiment très bon niveau. Ensuite, donc, sur toujours les missions sportives, organisation de la pratique compétitive aviron de mer. Donc pour vous la faire simple, pour parler un peu plus concrètement de la pratique, donc l'aviron, il y a ce que vous avez peut-être déjà un petit peu vu, les courses en ligne. Donc ça va être sur des embarcations pouvant aller une personne, 2 personnes, 4 personnes ou 8 personnes. Vous avez des courses avec 6 couloirs sur 2 km. Assez simple, hein, donc c'est un départ lancé et puis le premier arrivé au bout des 2 km a gagné. Et là, ça se passe sur un bassin en général. Ça se passe sur un bassin, donc sur normalement une eau totalement calme. On les voit souvent s'entraîner sur le bassin de Calix. Oui, tout à fait. Donc là, ça nécessite vraiment un plan d'eau qui va être complètement avec très peu de vagues, très peu de remous. Et donc ça, c'est la pratique olympique. Et maintenant, il va y avoir du nouveau, et notamment donc en 2028 à Los Angeles, on va avoir une nouvelle pratique de l'aviron qui va être présentée, qui est très récente au sein même de l'aviron. Hein. Ça va être le beach rowing sprint. Donc là où c'est une discipline qui est très différente, où ça va être du duel avec un départ de plage où les athlètes vont partir en courant. Ils vont devoir embarquer sur donc, les bateaux, faire un slalom entre 3 bouées, faire un demi-tour sur 250 mètres, donc c'est beaucoup plus court que la distance olympique classique, et revenir, beacher sur la plage et repartir en course à pied jusqu'à un buzzer. Donc là, ça atteste de la fin de la course. Et donc voilà. Et donc là, c'est un fonctionnement en élimination directe. Donc c'est un duel. Le premier qui atteint le buzzer, il élimine l'autre, etc. Puis on monte. 8e, quart. Oui, c'est un peu comme toutes ces pratiques maintenant au ski, par exemple, où oui. on est 2 à descendre en même temps. Tout à fait, c'est ça. Hein. Et donc voilà, donc c'est une proposition qui a été faite donc, par la FISA, Fédération internationale des sociétés d'aviron, au CIO, au Comité international olympique, suite à, pour la faire courte, jusqu'à Paris 2024, il y avait la catégorie poids léger en aviron, qui a été supprimée maintenant, qui n'est plus une catégorie olympique. Et pour chercher un petit peu à pallier à ce changement, donc la FISA avait pris les devants en proposant donc la pratique du beach rowing sprint. Il y a eu 16 nouvelles disciplines qui ont été proposées au CIO et donc seul le beach rowing sprint a été accepté en exhibition à Los Angeles. Donc c'est plutôt un très bon plan pour nous. Donc à voir comment ça va être reçu parce que ça fonctionne beaucoup comme ça, hein, les sports qui vont rester aussi au JO, ça va être les sports qui vont avoir de l'engouement pour tous les partenaires de retransmission, etc. Et donc, on espère que cette pratique va faire des émules et puis va permettre d'être pérennisée et de s'inscrire durablement sur le programme olympique. Personnellement, je pense que ça peut le faire parce que ça n'a rien à voir avec la pratique commune, on va dire, et olympique depuis le début des JO. Parce que, pour la petite aparté, l'aviron, donc classique de rivière, c'est un des 6 sports qui a toujours été au programme des JO modernes. Donc voilà. Donc à voir. Donc, écoutez, quand vous regarderez les JO à Los Angeles, si vous voyez un peu de beach rowing sprint, vous pourrez vous dire qu'on vous en avait parlé un petit peu avant. Puisqu'on est là-dessus, ouais. Tu parlais de l'historique des Jeux Olympiques par rapport à l'aviron. Ouais. L'aviron, c'est une pratique qui vient d'Angleterre ? Qui vient d'Angleterre ? Alors on va dire que... Pas forcément ? En fait, si on remonte à vraiment plus loin, c'est vraiment une pratique qui revient des galères, etc. Vraiment, ça revient à vraiment l'Antiquité. Après oui, on va dire qu'il y a eu tout ce côté sur l'histoire. En fait, ça a été tout la période du canotage, donc notamment aussi en Angleterre, où c'était de la pratique où c'était les aristocrates qui se déplaçaient, etc., avec des bateaux à rames. Et au fur et à mesure, il y a eu une restructuration. Ça a été un petit peu, je veux dire, en parallèle de beaucoup de pratiques, finalement, comme la boxe aussi, hein, où il y a eu ce côté, il y a beaucoup de sports qui se sont concrètement plus structurés, voilà, c'est le mot que je cherchais, au terme d'une société qui s'est elle-même plus structurée avec l'aristocratie, tous les codes qu'on a pu avoir. Et donc ça a évolué de pair et ça a créé donc, cette discipline codifiée, etc., qui s'inscrivait donc dans une pratique sportive de compétition selon le terme qu'on peut employer, quoi. D'accord. Voilà.
Et donc, organisation de la pratique compétitive d'aviron adaptée. Alors là, ça va être un public de personnes en situation de handicap psychique et mental. Donc, on a 2 clubs en Normandie, donc Le Havre et Dieppe, qui sont très à l'avant-garde, on va dire, de ces pratiques-là, qui ont beaucoup de pratiquants et de pratiquants de bon niveau. Et donc, pareil, ça, c'est une pratique qui est mise sur le devant de la scène par la fédération, donc la Fédération française d'aviron. À noter que maintenant, ça fait maintenant 3 ans, si je ne dis pas de bêtises, 3 ou 4 ans, cette délégation a été reprise par la Fédération française de sport adapté, donc qui s'occupe de toutes les personnes en situation de handicap adapté. Donc on travaille avec cette fédération pour s'occuper de ce public-là, donc public en situation de handicap. Donc ça peut être très large, hein. Des personnes atteintes de trisomie, des personnes avec le spectre autistique. Voilà, c'est très divers et varié, mais on ne parle pas là de handicap physique. Handicap physique, ça reste sous le giron de la Fédération française d'aviron. Je vous en parlerai plus en détail un petit peu après. Donc voilà. Ensuite, sur le développement, ça va être les actions de formation. Donc là, je parle actions de formation, des petites formations, donc l'initiateur, l'éducateur. Donc c'est des formations qui ne vont pas être forcément professionnalisantes, mais qui vont permettre d'apporter quelques compétences à des bénévoles dans les associations, hein, parce qu'il y a beaucoup d'associations qui fonctionnent avec des bénévoles. Je pense que vous devez en côtoyer vous aussi, hein, dans vos associations respectives. Donc voilà, donc c'est des gens qui donnent de leur temps, et qui des fois ont cette volonté, alors encore une fois pas forcément contre rémunération, mais qu'on leur apporte des connaissances concrètes pour encadrer dans de meilleures conditions. Donc voilà, donc, nous c'est notre rôle de proposer cette mise en place d'actions de formation, donc sous couvert, hein, de la Fédération française, donc, on s'inscrit donc dans des cahiers des charges. Bien sûr, on ne fait pas ce qu'on veut au niveau des formations, hein, ça respecte un cahier des charges précis. Donc voilà, recherche de financement, un peu le nerf de la guerre, hein, malgré tout. Je sais que ça, c'est un sujet qui peut un petit peu interpeller et qui, des fois, est sujet à débat, nous, en tout cas, en termes parmi les entraîneurs. Ce côté où, finalement, il y en a qui disent mais en gros, on nous paye pour être entraîneur et en même temps, on nous demande de trouver du financement pour financer nos postes. Un peu ce serpent qui se mord à la queue en disant mais c'est pas notre rôle, c'est pas notre travail. À un moment, si on nous embauche, c'est qu'on est censé avoir l'argent. Donc, c'est des arguments qui peuvent s'entendre. Mais d'un autre côté aussi, de par la réalité des choses, le fait que l'aviron, ça reste un sport marginal, comme d'autres, c'est aussi important, bah oui, nous, même si on est entraîneur, à côté, de chercher certains modes de financement pour pouvoir, encore une fois, se payer, avoir nos salaires. Le pôle coûte de l'argent, hein, faire des stages, des déplacements sportifs, etc. Le matériel, tout ça, ça a un coût, hein, c'est élevé. Pour faire simple, un bateau individuel d'aviron de compétition, ça peut aller chiffrer entre 12 000 et 15 000 euros. Donc c'est quand même un coût conséquent. En plus, on parle d'embarcations qui sont très fragiles. Notamment nous sur la pratique sur la Seine, qui est un bassin qui n'est pas excellent, avec beaucoup d'épaves qu'il peut y avoir dans l'eau, des troncs d'arbres, ce genre de choses. Ça va très vite abîmer les coques et là tout de suite ça coûte cher à réparer. Donc voilà, tout ça fait qu'on a un besoin de trouver des financements pour que tout fonctionne correctement. Et ensuite, soutien des clubs normands. Donc là, ça va être un petit peu plus fourre-tout dans le sens où ça va être, voilà, si on a un club qui va nous appeler pour X ou Y raison, est-ce que ça peut le faire? Est-ce que vous avez du matériel? Que sais-je? Là, ça peut être très général, hein. Des fois, des clubs qui vont avoir des problèmes avec leur municipalité. Et on en revient au même. Des fois, c'est des présidents de clubs, de petits clubs. Ils sont présidents, mais ils n'ont pas forcément une grande connaissance du milieu un petit peu politique de la commune, comment ça se passe, etc. Donc des fois, ils nous demandent hein, comment je peux faire pour ci ou pour ça, parce qu'ils peuvent être en difficulté vis-à-vis de leur commune. J'ai souvenir, là, il y a un an, un club qui était là depuis longtemps, un club d'aviron normand, et où la commune avait décidé de revoir un peu son côté touristique, et il leur avait plus ou moins dit, bon bah, va falloir un peu dégager, parce que là, on veut faire quelque chose, et eux, du coup, bah, ils n'avaient pas forcément d'endroit où aller, donc ça faisait un peu des conflits. Ils étaient un peu perdus, donc c'est pour ça qu'ils nous avaient demandé un petit peu du soutien pour voir ce qu'il était possible de faire. Donc voilà, c'est très large, et donc là-dedans, ça englobe beaucoup de choses. Voilà, donc ça c'était pour les... Là, c'est intéressant parce que les missions que tu nous présentes sont vraiment en relation avec ta formation, en fait. Complètement, et d'autant plus, où c'est là où ça a vraiment été pour moi, la bonne opération. On a vraiment des missions propres à ce qu'on attend d'une licence entraînement, des missions avec une licence management. Enfin, là, j'avoue que c'est quand même un travail qui est pas mal taillé sur mesure par rapport au diplôme que j'ai pu passer. Donc ça s'emboîtait très bien. C'est ce qui confirme que
on peut trouver des débouchés dans ce que l'on fait, du point de vue de ce dont on se forme. Complètement. Ça, là-dessus, pareil, j'insiste un peu maintenant, c'est la troisième fois que je viens, je le dis toujours, mais pour moi, c'est super important. Là, actuellement, sur votre formation, vous pouvez penser ce que vous voulez, etc. Parce que vous êtes dedans, le nez dans le guidon. Il y a peut-être des trucs qui vous paraissent pas faits parfaitement parce que rien n'est parfait, etc. Mais je peux vous le dire. À chaque fois, je le dis, et c'est pas parce que je suis là, etc. C'est une réalité. Ici, on est bien formé en STAPS. Vous allez avoir des compétences par rapport à d'autres formations où, globalement, même si encore une fois, il y a peut-être des trucs qui vous paraissent pas parfaits, on est bien formé au sein des UFR, en tout cas l'UFR STAPS de Caen. Et si vous vous attribuez et puis vous appropriez votre diplôme, votre licence, ça va vraiment vous permettre d'avoir des compétences et concrètement des choses à faire valoir sur le marché du travail. Ça, c'est important. Non, mais c'est bien, c'est un discours optimiste et puis un retour positif. Oui. C'est souvent critiqué l'apport universitaire. Parce que et là, tu nous confirmes quand même que les apports scientifiques et théoriques t'ont beaucoup aidé dans ton parcours. Mais complètement, parce qu'en fait, c'est toujours la même chose, hein. On retient toujours le négatif, etc. Je ne veux pas faire de généralité en disant l'humain est comme ça, parce que j'en sais rien. Mais en tout cas, c'est sûr qu'on entend souvent des critiques, ça c'est pas bien, ça c'est pas bien. Oui, peut-être, mais en attendant, il faut aussi, à un moment, si on veut avancer, s'arrêter sur des choses qui sont bien. Et concrètement, c'est important de le dire et en fait, quand on disait, encore une fois, quand on a le nez dans le guidon, on ne se rend pas forcément compte, mais du coup, maintenant, avec plus de recul, à la fois en ayant vu comment ça se passait à côté sur d'autres diplômes, et même sur un point de vue professionnel, on se rend compte que ça va vous permettre d'avoir des billes pour ce que vous allez faire plus tard. Et c'est aussi pour ça que c'est important. Moi, pareil, c'était un truc, je voulais pas, alors après, chacun ses stratégies, on va dire, mais je ne voulais pas non plus valider ma licence RICRAC, me contenter du 10, etc. Parce que c'est toujours la même chose. Je fais, ouais, c'est bien, je vais avoir un diplôme et maintenant, je vais me faire embaucher, super. Mais à un moment, si je ne suis pas capable de concrètement apporter des compétences, des connaissances, en fait, mon diplôme ne me sert à rien. Et puis, c'est bien, on va engager un licence TAPS. On va vite dire, en fait, c'est bien, j'ai engagé un licence TAPS, mais il ne sait rien faire, c'est un branque, au revoir, quoi. Parce qu'il y a ça aussi. C'est-à-dire que entre deux personnes qui vont avoir une licence, c'est un peu la réalité, hein, une licence, quelqu'un qui a validé tout à l'arrache à 10 et quelqu'un qui a validé à 20, etc. Souvent, au niveau des compétences, ça ne va pas forcément être la même chose. Donc, encore une fois, je ne veux pas vous faire la morale ou quoi que ce soit, parce que vous êtes grand et vous faites ce que vous voulez, et ce n'est pas spécialement mon problème. Ce que tu dis là, c'est important dans le sens où, si par exemple, toi, tu as pris une autre voie, tu as eu l'opportunité de faire autre chose, mais... D'une part, ça t'a beaucoup aidé pour l'obtention du DGEPS. Ouais, complètement. Hein, mais il y a aussi pour ceux qui, parmi vous, souhaiteraient solliciter une entrée en master. Aujourd'hui, on sait que c'est 25-30 étudiants maximum qui sont recrutés en première année de master. Là, vous êtes 60, 70. Vous voyez la proportion d'étudiants qui sont acceptés en master. Hein, donc... bien sûr, essayer d'être le plus performant possible pour l'obtention de sa licence, c'est toujours un gage de meilleure réussite et de réorientation, quoi. Complètement, on en revient toujours au même, hein. C'est le secteur concurrentiel nécessite, c'est de la compétition, d'être, je dis pas qu'il y a que ça qui compte, mais je dis que c'est malgré tout quand même important de chercher à faire au mieux, en tout cas avec ce qu'on peut être capable de fournir, mais je pense que c'est vraiment sur ces années-là où c'est important de faire la différence. Parce qu'à un moment, on se dit là, vous êtes parti pour 3 ans, d'autres un peu plus, mais 3 ans dans une vie, c'est quoi? Moi, c'est toujours ce que je me suis dit aussi, hein, finalement. Après, quand j'ai enchaîné, ce que j'avais déjà fait, donc 4 ans d'études, mine de rien, du coup, je me suis dit, bon là, je vais me réengager pour 18 mois donc, de formation. Mais après, c'est ce que je me suis dit, à un moment, 18 mois de formation dans une vie, c'est quoi concrètement? C'est rien du tout. Et en fait, je pense que ça vaut le coup de prendre le temps à ces âges-là, et même à mon âge, entre guillemets, hein, j'ai que 29 ans, je pense que j'ai encore beaucoup de possibilités devant moi. Oui, tu es encore très très jeune. Voilà, non, mais c'est important de ne pas s'enfermer dans des carcans, et pour moi, c'est super important là-dessus de se dire, chercher à faire au mieux, quoi. Donc voilà. Il y a des questions par rapport aux missions sur le poste d'Adrien, pardon, de Donatien. Non, personne? Pas d'intervention? Ouais, ça marche. Donc, ensuite, sur les missions du poste, mission donc fédérale plus. Donc là, sur les missions sportives, ça va être...
Moi, je suis beaucoup sur tout le volet U17, donc sportif de 15 à 16 ans. Qui sont finalement le terreau après de nos équipes de France, donc junior et puis ensuite U23 et élite. Donc moi là-dessus, je suis beaucoup avec ce public sur le niveau fédéral, national. Voilà, c'est mes missions, on va dire à échelle donc interrégionale et fédérale, ça va vraiment être ce public-là. Donc pareil, j'en parlerai plus en détail par la suite. Je suis également donc responsable stage franco-allemand. J'ai mis entre parenthèses Italie pour cette année, parce que c'est en discussion, mais il est possible, pour la faire courte, donc là déjà jusque-là je suis responsable d'un stage entre la France et l'Allemagne. C'est un stage d'échange et d'entraînement d'une semaine où on va voir les 16 meilleurs rameurs, donc U17 français et les 16 meilleurs rameurs U17 allemands, donc qui vont s'entraîner, donc c'est une année en Allemagne, une année en France, où il va y avoir un échange un petit peu culturel, d'une certaine manière, parce que c'est financé en grande partie par l'OFAGE, donc l'Office franco-allemand de la jeunesse. Et aussi, ça va être un stage d'entraînement, concrètement, où c'est très enrichissant d'échanger avec la nation allemande, qui est une nation qui est très performante chez les jeunes. On a beaucoup pris chez eux, notamment au niveau de la préparation physique du jeune athlète. Pareil, j'y viendrai plus en détail par la suite. Donc cette année, il y a la possibilité d'inclure peut-être, c'est en tout cas en bonne voie, l'Italie aussi sur ce stage-là. Et donc partir sur un stage d'échange trinational, donc entre la France, l'Allemagne et l'Italie, où chaque année on changerait de pays. Donc voilà, moi là ça va être la 4e année que je suis sur le stage. J'ai fait la première année en tant qu'encadrant, et là, du coup ça va être ma 3e année, enfin du coup là c'est la 3e année que je suis en tant que responsable, pour un total de 4 ans. Donc voilà, où ça va être un élément vraiment intéressant, donc à la fois pour les rameurs, à la fois pour donc l'encadrement, voilà, pour les différentes nations, c'est un échange qui est toujours très intéressant. Également, donc, je suis classificateur para-aviron, donc là c'est assez récent, donc là on parle vraiment, je ne parle pas de l'aviron adapté, donc là je parle vraiment des handicaps physiques, où donc je vais avoir la responsabilité, donc quand le responsable du secteur fait appel à moi, de classer les athlètes quand ils viennent, quand ils ont un handicap physique, dans quelle catégorie ils vont être. Donc on en a 3 en aviron, donc PR1, PR2, PR3 pour Para-Rowing 1, Para-Rowing 2, Para-Rowing 3. Pareil, je viendrai plus en détail par la suite. Mais voilà, donc ça c'est aussi un poste, un rôle que je peux exécuter. Ça c'est une nouvelle mission. Ouais, c'est une nouvelle mission, ouais, tout à fait. Donc voilà pour le sportif. Et ensuite, autre déclinaison des actions fédérales sur la région. Donc là, ça va être un petit peu à la fois ce que les élus de la fédération vont mettre en place sur différents publics. Donc nous, on est le relais en région donc de l'application de ce qu'ils vont avoir, de ce qu'ils vont nous demander. Chronométrage des championnats nationaux. Donc là, ça va être, l'action très concrète, donc c'est pas du chronométrage, bien sûr vous en doutez, avec le petit chronomètre, hein, c'est avec des moyens bien plus conséquents, notamment sur les championnats de France, hein, avec tout ce qui va être dans la tour d'arrivée, les photos finish, etc. Donc en fait nous on tourne, hein, le fonctionnement des championnats fonctionne avec des cadres, donc soit des fonctionnaires, soit nous les techniciens. En début d'année, il y a un responsable qui demande des dates pour chacun et nous on se répartit sur les différents championnats de France qu'il y a dans l'année pour pouvoir assumer ce rôle de chronométrage. Et donc ensuite, formateur, jury pour les diplômes d'État, donc ça pareil c'est assez récent. Donc des missions de formation et de jury, notamment là que j'ai pu être pour les DEGEPS, donc jury notamment l'épreuve que je vous expliquais précédemment. Et aussi formateur, pourquoi? Parce que maintenant le public qu'on va prendre sur le stage franco-allemand, les encadrants qui vont venir avec moi, ça va être des encadrants qui vont être au cours de leur formation DEGEPS. Donc moi on m'envoie normalement les meilleurs de leur promo sur ce stage-là. Et donc c'est à la fois, donc ils sont à la fois encadrants et puis c'est aussi le petit rôle de chercher à leur donner pareil des billes et les accompagner tout au long du stage là-dessus. Voilà. Donc, je vais revenir là, c'est juste pour présenter, mais je vais revenir après plus en détail sur toutes ces missions. Voilà. Hop. Donc, pour revenir sur les missions régionales, c'était le premier intitulé des missions sportives, encadrement des athlètes du pôle espoir. Donc, ce qu'on entend concrètement par encadrement, entraînement spécifique et préparation physique. Là, on ne peut pas être plus dans la thématique que vous êtes en train de vivre, hein, donc sur les cours de préparation physique. Alors, entraînement spécifique, donc tout ce qui va se raccrocher à l'aviron. Programmation de l'entraînement, donc là pareil, hein, quelque chose qui doit vous parler. Donc
nous, au sein du pôle, on va avoir une programmation type qui va être fournie par la fédération. Après, libre à nous d'envisager quelques petites adaptations. Alors, l'idée, c'est pas de changer complètement du tout au tout, parce que dans une logique de transversalité de tous les pôles de France, et quand il y a des regroupements pour les rassemblements des équipes de France, c'est bien que les athlètes ils aient à peu près fait le même programme, ils arrivent avec des niveaux de fatigue à peu près pareils pour pas avoir des grosses différences au niveau des équipages quand on veut faire du bateau collectif sur les regroupements France. Donc voilà, donc mission de programmation de l'entraînement, gestion autour de l'athlète. Parce que finalement, donc on a des athlètes en termes d'âge. On va voir là, la plus jeune qu'on a cette année, elle a 15 ans. Plus âgée, c'est 20 ans. Donc des gens qui restent relativement jeunes. Donc finalement, déjà pour le public mineur, ça va être la gestion de tout ce qui va être environnement scolaire, environnement parental. Donc ça, c'est voilà, tout ce qui va graviter autour de l'athlète. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut aussi envisager. Parce que voilà, vous pouvez avoir un très bon athlète, un jeune athlète. À un moment, s'il néglige tout ce qui va être son domaine scolaire, à un moment, peut-être que vous allez avoir les parents qui vont dire c'est bien gentil, vous me dites qu'il est performant, mais moi, ça ne va pas le nourrir, donc moi, je préfère qu'il se consacre plus aux études. Donc voilà, si ce n'est pas un équilibre qui est trouvé, ça peut être compliqué. Donc c'est important d'être capable de le gérer, tout ça. Et ensuite, détection des profils à potentiel, donc ça va être ce rôle-là, être capable d'avoir un peu ce rôle de chasseur de tête avec l'œil, d'essayer de discerner des jeunes rameurs encore bruts et voir un petit peu ce qu'on peut en faire. Si c'est des gens qui peuvent, toujours dans cette logique d'accéder aux collectifs nationaux, équipe de France, c'est toujours l'objectif. L'objectif de notre pôle, c'est d'envoyer donc les rameurs sur les pôles France et aussi a fortiori de les envoyer sur les collectifs nationaux, donc les équipes de France. Donc, voilà. Notamment donc, les équipes de France jeunes, donc junior, donc U17, junior, U23, pour tout ce qui est élite, donc c'est-à-dire, je parle championnat du monde élite, JO, là ça fonctionne avec les pôles France et un nouveau système dont je vous présenterai après un petit peu plus spécifiquement. Quand tu étais plus jeune, donc quand tu étais pratiquant, oui. Tu es passé par cette structure? Donc ouais, tu la connais bien? Oui. J'ai fait, donc j'étais en tant que rameur sur cette structure-là. C'est pour ça d'ailleurs que donc Antoine, mon collègue, me connaissait en fait, parce qu'il m'avait eu du coup en tant que pratiquant sur le pôle. Donc moi, c'est vrai que c'était un milieu quand je suis arrivé que je connaissais quand même si maintenant ça a quand même pas mal de choses qui ont changé et qui vont changer. Mais voilà. Donc, tu avais des bases pour mieux comprendre le fonctionnement de ce centre espoir, quoi. Oui, tout à fait. C'était aussi ça qui, je pense, rendait mon profil intéressant pour pouvoir travailler sur la structure, quoi. Voilà. Donc ça, c'est des choses que vous faites déjà peut-être et probablement au quotidien. Parce que si je me souviens bien, là, c'est 150 heures qu'il y a à faire cette année. C'est 50 en L2 et 150 en L3, non, si je dis pas 150 exactement. Donc voilà, alors je ne sais pas jusqu'où vous intervenez dans vos stages, mais pour moi, là, ce n'est pas des stages d'observation. Vous êtes censé quand même, vous aussi, là, déjà pratiquer de manière pro dans vos structures. C'est une petite question que je vais vous poser. Là, tous ceux qui sont là, si vous pouvez lever la main, ceux qui bossent dans justement des clubs associatifs. Ouais, donc une très grande partie. Et donc le reste, ceux qui n'ont pas levé la main, vous travaillez dans des boîtes privées, ce genre de choses? Ouais, ok. Donc c'est intéressant, mais... Ceux qui n'ont pas levé la main, vous intervenez dans quel cadre? Donc dans des pôles aussi. Ah d'accord, ok. Intéressant. Pôle de quoi? Bonjour, je suis Corentin. Et du coup, en stage, je suis avec le préparateur physique du pôle handball. D'accord, ok. De Caen. Non, ça n'a rien à voir, ouais, c'est pour sport. Ok. Voilà un exemple. Ouais, non, super. Et donc, ouais, finalement, on parlait, donc là, vous êtes une grande majorité à travailler donc, dans des milieux associatifs. Donc là-dessus, on s'y retrouve complètement. Ok, super. Donc, organisation de la pratique compétitive de l'aviron de mer. Ça va être, en termes de mission, proposition de programmation au club. Donc ça va être un accompagnement notamment donc, des athlètes qui ont du potentiel, leur proposer de l'entraînement,
des fois, dans certaines structures, on ne va pas forcément avoir que des professionnels. Il ne va pas y avoir que des professionnels dans les clubs, et notamment aviron de mer. Donc l'idée, c'est de donner quand même des clés pour pouvoir s'entraîner pour les rameurs là-bas. Organisation de stages d'entraînement, donc c'est des petits regroupements qu'on fait dans l'année, notamment sur le travail du beach rowing sprint, comme la discipline que je vous avais expliquée. Soutien technique aux rameurs de compétition. Là, notamment, en ce moment, je travaille particulièrement avec 2 rameurs d'un club de la Manche, de Barneville-Carteret, 2 rameurs de haut niveau, donc dont une rameuse qui a été médaillée mondiale donc l'année dernière donc sur les championnats du monde de beach rowing sprint, et donc pour qui son objectif est de chercher une qualification pour les JO de 2028. Donc voilà, je travaille pas mal avec eux, surtout en ce moment. Et organisation de compétition sur le territoire, donc là ça va être dans une logique un petit peu plus de promotion plus que de haut niveau. Ouais. Moi j'ai une petite question technique par rapport au matériel. J'imagine, donc on connaît le kayak de mer, ouais. Ou wave surf, on cherche à naviguer, comment dire, à surfer sur les vagues, par exemple. Le canoë présente quoi comme différence? En fait, sur l'embarcation, principalement, ça va être la largeur, où on va avoir les bateaux spécialisés rivière qui vont être beaucoup moins larges que les bateaux spécialisés mer. Ça va être le premier point. Ça va être les matériaux. C'est du tout carbone pour les bateaux de rivière. Il va y avoir du carbone aussi pour les bateaux de mer, mais ça va être beaucoup de résine synthétique aussi, plus résistante. Ça va être dans la manière, ne serait-ce que de prendre les vagues. On va avoir des manières de prendre les vagues qui sont complètement opposées entre rivière et mer. Ou mer, en fait, on va les prendre perpendiculaires, parce que c'est des coques qui sont conçues pour ça. Et que si on les prend en parallèle, elles peuvent nous faire chavirer. Alors qu'à l'inverse, en rivière, le fait de prendre les vagues perpendiculaires, souvent, c'est des bateaux qui sont très longs, mais très fins. Et en fait, ça va mettre énormément de portance sur les pointes et ça peut fissurer les bateaux sur le milieu. Donc, c'est pas hyper recommandé. Et sinon, ça va être des coques qui vont être renforcées, qui vont être beaucoup plus costauds, plus larges et plus costauds pour faire simple, les embarcations de mer. Donc voilà. Mais là, les constructeurs sont en train justement certains en tout cas, de vouloir prendre un peu le volet du fait que ça devienne olympique et commencent à se pencher sur des bateaux vraiment de performance pour la pratique particulièrement, quoi. Donc voilà, et puis organisation de compétition sur le territoire, comme j'expliquais. On organise tous les ans, avec Club de la Manche aussi, une compétition de beach rowing sprint pour faire découvrir aux adhérents, parce qu'il y en a beaucoup qui connaissent même au sein de l'aviron, qui ne connaissent pas forcément beaucoup la pratique, donc on cherche à le promouvoir, voilà, dans cette logique d'avoir de plus en plus d'adhérents là-dessus. Donc là tu parlais de résine, hein, ou de carbone. Dans le canoë, pour les loisirs, et aussi il y a tout ce qui est pneumatique, enfin matériel gonflant. Je ne sais pas si ça existe pour l'aviron. Beaucoup moins. Non, ça va être toujours du dur. C'est gonflant, on va pas avoir. Même sur des bateaux d'initiation, ça va être de la résine. On a quasiment. Enfin, je dis pas que ça n'existe pas, mais en tout cas, vraiment même au sein. Si vous allez dans un club, vous ferez l'initiation sur des bateaux, pas de bateaux gonflables. Donc voilà. Donc ensuite, organisation de la pratique compétitive d'aviron adapté. Donc pareil, organisation de stages d'entraînement. Faire le lien entre les fédérations et les clubs. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on avait, comme je l'ai expliqué, on avait la Fédération française d'aviron qui avait la délégation jusque-là. Maintenant, c'est la Fédération française du sport adapté qui l'a récupérée. Donc ça veut dire qu'en termes d'organisation du calendrier, il y a des choses qui changent. Donc c'est important de garder le lien entre les deux fédérations pour que ça se passe bien. Vous en doutez, hein, c'est un public donc, qui présente des particularités auxquelles il faut s'adapter. Hein. Alors, les rameurs qu'on va avoir sur des stages d'entraînement de compétition, c'est des rameurs adaptés, mais qui sont certes en situation de handicap, mais ça ne va pas être des handicaps forcément très très lourds. Et ça va quand même permettre de pratiquer vraiment de manière compétitive. Donc ça va plutôt être ce public-là que je vais avoir. On ne parle pas non plus de handicap extrêmement lourd qui deviendrait vraiment très problématique pour la pratique compétitive telle qu'elle soit, voilà, qu'importe le sport. Donc voilà. Est-ce que vous travaillez avec du public en situation de handicap ou pas du tout? Que ce soit handicap physique ou... Alors ce serait peut-être plus les APAS du coup, mais des fois... Ouais.
Bonjour, Bonjour. Je m'appelle Maël, spécialité volleyball. Moi j'encadre la section para-volley au camp volleyball D'accord, ok. et je m'occupe de la préparation du capitaine d'équipe de France paralympique. Ok, super, d'accord. Donc, ouais, donc dans le para, donc physique, on est d'accord. Ouais, mais Ok. ça reste de la compétition, c'est pas du sport adapté. Ok, oui, c'est ça. Ouais, ok, d'accord. Ouais, super. Et du coup, toi, comment c'est un public, tu le vois comment c'est par rapport à un public valide? Bon, c'est la même chose, c'est juste la discipline qui change. Mmh. C'est juste du handicap physique, donc la prise en charge c'est la même. C'est juste l'activité qui est différente dans la pratique. Et petite question, c'est toi qui t'es tourné naturellement vers ce public ou c'est les opportunités qui ont Non, fait oui, que... c'est ça, c'est une opportunité. On m'a proposé de me joindre au truc et du coup j'ai accepté. Et maintenant je suis en charge tout seul. Ok, d'accord. Ouais, bah, intéressant, ce qu'on disait, hein, des fois, voilà, c'est des aiguillages qui vont faire qu'on va se retrouver avec un public. Moi, c'est intéressant. Ok. Pareil, juste petit aparté, avant de passer à une autre slide. Toujours intéressant. Moi, c'est comme ça que je le voyais. Là, un public vraiment spécifique. Mais le fait d'encadrer des personnes en situation de handicap, donc là, mental et psychique, à la fois, c'est enrichissant humainement. Et je trouve aussi que c'était très enrichissant pour moi en tant qu'entraîneur, même après, pour m'adresser à un public valide. Parce qu'en fait, c'est un public qui est des fois redoutable, qui exige en fait une simplicité et une précision dans les consignes. En fait, c'est-à-dire que des fois, on va avoir un peu cette habitude, quand on va parler à des valides qui ont cette capacité des fois de comprendre ce qu'on veut dire, même si on n'est pas assez précis parce qu'ils connaissent l'activité, etc. Mais en fait, ce public-là, des fois, si on est un petit peu trop... comment je pourrais dire, manque de précision dans nos consignes techniques, et ben, ils vont exécuter à la lettre ce qu'on va avoir dit, parce qu'on part du principe que ça coule de source alors que ce n'est pas le cas. Et en fait, ils ne vont pas bien l'appliquer. Et en fait, on va se dire, en tant qu'encadrant, ouais, j'ai pas donné les bonnes consignes, j'ai pas été assez précis. Et c'est vrai que finalement, si on se met à sa place, bah, c'est normal qu'il n'ait pas bien compris. Donc, ça m'a apporté aussi, en tant qu'encadrant, valide, le fait de m'occuper un petit peu de ce public-là. Donc ensuite, action de formation, j'en avais déjà un peu plus parlé. Donc, intervenant sur les formations fédérales, tuteur régional pour les formations professionnelles, intervenant préparation physique pour les formations professionnelles de la Ligue de voile normande. Alors ça, oui, ça j'en avais pas plus parlé que ça. Donc ça, c'est aussi dans le cadre recherche d'argent notamment. Je travaille beaucoup avec la Ligue de voile de Normandie, donc la vague normande formation, qui a notamment un BP APT, BP Activité Physique pour tous. Et je vais régulièrement leur donner des cours d'entretien corporel, de physiologie, d'anatomie. Et donc tout ça, je le fais dans le cadre de mes heures de travail pour la Ligue. Et donc ça rapporte de l'argent à la Ligue Normandie d'Aviron. Donc voilà, c'est toujours dans cette logique de trouver de l'argent. Donc voilà, toujours vouloir trouver de l'argent, des fonds. Et c'est aussi donc, tout le volet, tout le volet qu'on peut avoir théorique, donc ce dont je parlais, le volet théorique qu'on a en STAPS, bah, ça me permet maintenant d'intervenir aussi en tant qu'enseignant sur ce genre de formation pour apporter de l'argent. Nous avons des étudiants qui subissent mal les maladies en ce moment Aïe, aïe, aïe. et qui ont des difficultés pour dormir la nuit. Chez les catombes, ouais. Pas chez les, ouais. En ce moment, chez les athlètes aussi, hein, on a pas mal de maladies. Ouais, ouais. C'est la période. Ce sont des athlètes, les nôtres, mais bon. Bon, il y en a bien un peu, je pense, quand même. J'espère. Ouais, j'espère. C'est pas nécessaire de le couper, ça. Du coup, donc, recherche de financement, donc montage de dossier de subvention ANS et ARS. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Un peu d'interaction, s'il vous plaît, chères étudiantes, chers étudiants. Alors, ANS et ARS. Si vous ne connaissez pas ça, ça devient inquiétant. Pardon? On a une bonne réponse. Faire des quiz. Vas-y, dis au micro. Agence nationale du sport et agence régionale du sport. Ouais, alors ANS complètement, ARS. C'est peut-être ce que c'est. Oui. Alors, au moins, tu avais le début. Donc oui, tu avais complètement raison. Donc Agence nationale du sport pour l'ANS. Alors ARS, c'est vrai que là c'est un peu trompeur, c'est Agence régionale de santé. Mais bon, voilà, parce que notamment,
on a un partenariat avec, dans le cadre d'un projet qui s'appelle Sentez-vous Sport. On intervient avec mon collègue dans une prison à Rouen, maison d'arrêt. Pareil, du coup, on est subventionné par l'Agence régionale de santé pour ça, où à peu près une fois par semaine, on va donner des cours de rameurs, donc de machines à ramer, aux détenus de la maison d'arrêt. Donc voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que lors de la dernière conférence, on aura Marc Collier, qui est responsable de la maison de la haute performance et qui viendra nous présenter l'ANS. Puisque justement, aujourd'hui, il y a de forts enjeux, notamment sur le budget du sport alloué par l'État. On ne peut pas faire plus d'actualité. Qui est une forte coupe, si j'ai bien compris. Oui. Donc voilà, du coup, je vais pas, si après vous allez avoir tout ça beaucoup plus détaillé, je ne vais pas plus que ça rentrer. Non, mais toi, dans ta relation à l'ANS, c'est aussi intéressant de savoir ce que tu fais, quoi. Ouais, en fait, du coup, sur l'ANS, le fonctionnement, ça va être assez simple. Hein. On va avoir tous les ans des projets. En fait, c'est des fiches projets qu'on doit monter. Donc, en demandant donc, au ministère des Sports, voilà, on a comme ambition de faire ci ou ça, donc ça va être sur le domaine sportif. Par exemple, là, tout ce que je vous présente, c'est-à-dire le pôle espoir, l'aviron de mer, etc. Tout ça, c'est des projets où on va demander des subventions de l'Agence nationale du sport pour pouvoir mettre en place donc, les stages sportifs, par exemple, les accompagnements des athlètes. Tout ça, ça rentre dans le cadre d'un projet sportif qu'on peut présenter à l'ANS, auquel on va recevoir des subventions, donc de l'argent public, pour mettre à bien l'exécution de ces projets. Donc, en fait, quand vous faites ce genre de projet, alors le début où vous allez étayer, en gros, mon but c'est de faire ci, c'est de faire ça. Pour ceci, j'ai besoin de ces ressources-là. Ça va coûter tant à peu près. Donc là, l'Agence nationale du sport va voir un petit peu ce que vous demandez. Si c'est cohérent, ça paraît cohérent par rapport à votre projet. Donc, il vous donnera ce que vous donnera. Et ensuite, à la fin de l'année, il faut justifier si les actions ont bien été réalisées, si on est bien dans les indicateurs. Vous vous doutez bien, c'est de l'argent public. On ne va pas lâcher de l'argent comme ça, puis plus savoir ce qu'il a été fait, cet argent-là. Donc forcément, il faut que les actions aient été exécutées, etc. Alors justement, quand tu montes un budget comme ça, tu as des connaissances spécifiques que tu as certainement apprises grâce au management. Alors, comment tu t'es formé ? Très clairement, ça va être sur le tas et notamment via mon collègue qui là-dessus est vraiment, était très très fort là-dessus. Enfin, il est vraiment sur tous les dossiers de subvention. Et en fait, c'est au fur et à mesure. Hein. Au début, c'était je remplissais quelques trucs et puis au fur et à mesure, j'ai compris de plus en plus comment ça fonctionnait. Mais là, clairement, les compétences étaient sur le tas et au contact du coup de quelqu'un d'autre. Donc là, vous voyez, il est primordial de prendre des initiatives dans vos stages pour peut-être aussi aller voir comment ça se passe quand on monte un budget, parce que peut-être que ça vous permettra de financer vos futurs postes dans les milieux dans lesquels vous voulez intervenir. Tu l'as très bien expliqué, mais naturellement la pratique de terrain est particulièrement importante. Question, Maxime. Maxence. Bonjour, je m'appelle Maxence Le Désert et je voulais savoir à quel point votre approche elle était différente quand vous abordez par exemple l'aviron en maison d'arrêt ou avec des personnes sous handicap. En fait, ça va être là pour le coup, c'est une question qui est intéressante. On pourrait même la mettre plus large en fait avec tous les publics, mais là pour faire vraiment la différence, je te dirais finalement. Les sportifs adaptés, ça va tellement dépendre du handicap. Parce qu'en fait, rien qu'au sein de personnes en situation d'autisme, finalement, le spectre autistique est tellement large et les pathologies sont tellement larges que ce que tu vas appliquer avec un pratiquant, tu vas peut-être appliquer complètement l'inverse avec un autre pratiquant. Là, ça peut être vraiment des choses très diverses et variées. Il y en a, ils vont pas supporter, qu'on parle fort, ou tu vois ce que je veux dire. Alors d'autres, à l'inverse, ils vont être dans un mutisme total, ils vont pas parler, etc. Donc, en fait, là, je dirais que c'est vraiment, c'est très, très au cas par cas, selon les spécificités. Dans le milieu carcéral, je dirais que pour le coup, c'est beaucoup plus général, c'est-à-dire, il faut proposer souvent des moyens de s'hiérarchiser parmi les détenus, c'est-à-dire en fait, quand tu es dans une prison, tu t'en rends très vite compte, c'est une société qui vit dans une société. C'est-à-dire que, on parle de personnes qui ne sortent jamais. Ils sont toujours au sein de la prison, donc eux, ils le voient vraiment. Pour moi, c'est leur société à eux. Ils parlent de l'extérieur comme si c'était quelque chose vraiment de différent.
Et donc, à l'intérieur, ce qui va beaucoup compter pour eux dans la pratique, pour les intéresser, etc., ça va être d'être capable, sur un chiffre, enfin quelque chose de très pragmatique, je suis meilleur que toi. Concrètement, c'est vraiment, nous ce qu'on propose, on va faire un peu d'apport technique, mais ce qui va plus les intéresser, c'est souvent ce qu'on fait, on programme un 100 mètres sur la machine, et le but c'est de faire les 100 mètres à fond et de faire le moins de temps possible pour dévaler les 100 mètres. Et en fait, c'est tout bête, mais quand il y a un record, souvent, donc, ceux avec qui on travaille, donc leurs éducateurs sportifs au sein de la prison, ils vont afficher les records et ce qui va les motiver, ça va être d'être meilleur que les autres. Là, pour le coup, je dirais que c'est une approche qui est beaucoup plus... Ça fonctionne globalement toujours plus ou moins pareil, à part quelques petites exceptions. Alors que ouais, sur les adaptés, le champ des possibles est énorme. Je dirais en fait, le public adapté, c'est là où tu dois le plus être dans l'individualisation, encore plus qu'avec des valides. Voilà, ça a répondu à ta question. Merci pour ta question, Maxence. D'autres questions? Non, on continue alors, tranquillement. Ouais, super. Donc voilà, donc prestation de team building en entreprise. Alors ça va être un truc qu'on va proposer souvent en arrière-saison, quand on va avoir un peu plus fini toutes les échéances de haut niveau et d'encadrement avec les poliens. Des fois, on a des entreprises. Là, on avait, il y a quelques années maintenant, on travaillait beaucoup avec des banques qui venaient pour tous leurs cadres, ils voyaient au terme de la pratique de l'aviron un moyen de faire un team building intéressant, c'est-à-dire être lâchés chacun sur une embarcation, devoir s'accorder pour pouvoir ramer ensemble et pour pouvoir déplacer le bateau. C'est vrai que ça plaisait pas mal aux gérants de ces entreprises. C'était assez parlant pour eux. Et nous, c'est comme ça qu'on vend aussi ces maquettes-là, en disant, voilà, l'aviron, sport collectif, pour qu'on aille en fait, on va au même endroit, dans le même sens, il faut qu'on rame tous en même temps. Voilà, c'est des valeurs et des notions qui sont assez parlantes pour des chefs d'entreprise. Oui, on est sur la cohésion d'équipe énormément. C'est ça, la cohésion d'équipe. Donc ça marche plutôt bien. Là, ça rejoint aussi tout le travail que nous présentait Quentin Hurel avec l'agence Execo, qu'on propose aux entreprises des prestations pour... donc là, vous vous inscrivez également dans ce type de projet, ouais, totalement. Ouais. Donc voilà, et puis partenariat de formation avec d'autres associations, c'est ce que je vous expliquais plus tôt, notamment avec la Ligue de voile de Normandie, où on travaille avec eux pour former leurs alternants. Voilà. Et pareil, donc soutien des clubs normands, je vais passer assez vite parce que je l'avais déjà un petit peu parlé. Donc ça va être du relais d'information, c'est-à-dire des fois, quand il y a une information qui va venir de la Fédé jusqu'à nous, c'est à nous après de l'envoyer à tous les clubs de notre région. Soutien d'encadrement. Des fois, ça peut nous arriver, quand il y a un club, son professionnel, il ne va pas forcément pouvoir être présent sur certaines séances. Des fois, ça va être, quand on peut se dédoubler, on va aller dans le club et puis sur une après-midi, on va assurer la séance, de l'encadrement, etc. Aide logistique. Donc là, ça peut être, nous, on a un petit peu de moyens matériels au sein de la Ligue. Donc s'ils ont besoin, des fois, les clubs qu'on leur mette à disposition nos moyens matériels, donc ça peut être des remorques à bateau, ça peut être... des bateaux de pratique, etc. Donc quand on peut, on fournit cette aide. Voilà, et après divers, mettez-y ce que vous voulez, ça peut être qu'importe les situations. Donc voilà, donc là je passe un petit peu rapidement parce qu'on en a déjà parlé. Ensuite, du coup, là on va parler plus sur du haut niveau. Là, pour vous expliquer concrètement alors, ce n'est pas suite au JO de Paris 2024, mais ça, c'était déjà un programme qui fonctionnait, enfin, qui était déjà présent avant et qui fonctionnait avant. Mais du coup, si vous avez un peu suivi Paris 2024, alors peut-être pas spécifiquement l'aviron, parce que globalement, ça s'est plutôt bien passé pour beaucoup de disciplines françaises. Ça s'est moins bien passé pour l'aviron, c'est-à-dire qu'on espérait des médailles qu'on n'a pas eues. Pour divers facteurs X ou Y raison, là-dessus je ne rentrerai pas forcément dans le détail. Toujours est-il que tout ça a mis en exergue une finalité où il fallait revoir les moyens et comment voir la vision du haut niveau de l'aviron en France. Ce qui a fait émerger un nouveau projet qui maintenant est très concret parce que là on est en plein dedans, c'est en train de changer. Donc avant, le fonctionnement de l'aviron, c'était on avait différents pôles, donc les pôles espoirs, où on envoyait les rameurs sur les pôles espoirs attachés à des pôles France, et la finalité, c'était les pôles France. Donc on avait 5 pôles France, donc on en avait un à Paris, un à Lyon, un à Nancy, Nantes, Toulouse.
Donc c'était les 5 pôles France, mais qui étaient un petit peu dispatchés sur toute la France. Avec l'inconvénient du fait que finalement, des fois, pour composer, faire des bateaux collectifs pour les championnats du monde, les équipes de France, des fois, on avait des contraintes géographiques qui étaient très, très importantes, avec des rameurs qui, finalement, se retrouvaient à ramer ensemble que sur des regroupements de stages et pas au quotidien. Donc, il s'est avéré que les autres nations qui fonctionnent très, très bien actuellement en aviron, à haut niveau, celles qu'on... Lesquelles ? Notamment la Hollande, clairement, là, celles qui ont roulé, on va dire, sur le plat pays. Ouais, le plat de pays, là, les Hollandais qui ont été ultra performants sur les JO en aviron, ils ont pris, la Hollande, concrètement, elle doit beaucoup dans son classement des médailles à l'aviron. Très clairement, ils ont accumulé énormément de médailles là-dessus. Parce que forcément, on a beaucoup d'épreuves en aviron, donc il y a aussi beaucoup de nations qui voient un moyen d'aller choper beaucoup de médailles. Parce que finalement, pour une association, vous pouvez être champion du monde sur un sport co, mais en fait, qu'importe les moyens que vous mettrez, ça fera toujours qu'une médaille, parce que c'est par équipe. Alors qu'en fait, en embarcation d'aviron, en fait, vous allez avoir individuel, à 2, à 4, à 8, en fait, et tout ça, ça peut faire une médaille d'or, qui à chaque fois va vous remonter au niveau du classement des médailles. La France a une tradition quand même d'excellence. Bien sûr, pas sur au niveau international. Ouais, souvent, on a toujours réussi à s'en sortir avec des médailles, des titres. Là, ça faisait. Cette année, ça a été compliqué. Cette année, ça a été plus compliqué. Donc, sans médaille, on a une finale, ce qui reste vraiment un bon résultat. Mais voilà, pas en tout cas ce à quoi on pouvait espérer. On espérait 3 médailles, 0. Donc voilà. Après, c'est l'eau aussi du très haut niveau. Ça veut dire aussi peut-être que la concurrence est très forte. La concurrence évolue aussi. On a eu des pays qui maintenant ils montent depuis quelques années, mais notamment pareil la Roumanie, là qui a montré clairement qu'ils voulaient s'inscrire comme étant une grosse nation. S'il vous plaît. Merci. Donc voilà. Et donc suite à tout ça, le fonctionnement du haut niveau a été repensé pour créer un centre national d'entraînement, c'est-à-dire une structure permanente où tous les meilleurs athlètes de la fédération vivent au quotidien. Donc sur les modèles des nations qui fonctionnent bien. Et donc il s'avère que ce centre existe maintenant à Paris. Où tous les athlètes doivent... Alors ça, pareil, ça a été sujet à débat, parce que forcément il y a des athlètes à qui on a dit... C'est sur l'INSEP ? C'est à côté, Vers-sur-Marne. En fait, le centre d'entraînement sera sur le bassin olympique de Vers-sur-Marne. On regroupe tout le monde à Paris ? C'est ça, tout le monde a regroupé à Paris, donc ça n'a pas été sans heurts, et c'est toujours le cas d'ailleurs. Parce que finalement, on va dire à des athlètes, tu vivais à Lyon, maintenant tu vas vivre à Paris. Donc voilà, c'est... Là-dessus, je ne rentrerai pas dans le détail, mais en tout cas, dans d'autres nations, notamment l'Angleterre, c'est comme ça que ça marche, et ça marche bien. Donc voilà. Quand quelque chose ne fonctionne pas, il faut changer quelque chose. Il faut changer quelque chose, c'est sûr. Donc voilà. Et donc suite à ça, a été recruté. Donc il vient d'arriver un nouveau directeur des équipes de France aussi. Donc qui est italien de base, là qui a travaillé pour l'Irlande pendant 2 Olympiades. Donc il va intervenir avec de nouvelles méthodes sur l'aviron français. Il est arrivé, là, je vous dis ça, c'est très récent, ça fait un petit mois qu'il est là en France. Et donc il sera au quotidien sur cette structure-là. Voilà, donc petit point pour repartir de tout en haut. Et quand on va reprendre tous les échelons de la structuration du haut niveau, avant d'arriver à tout ça, va falloir, avant d'être un athlète qui va s'orienter vers les JO, on va avoir des plus jeunes athlètes, des gens à potentiel. Donc on va devoir entraîner et détecter sur ce qu'on appelle le programme performance jeune de la Fédération française d'aviron, qui s'inscrit pour les rameurs à partir de les U15, donc 13-14 ans, et surtout les U17, donc 15-16 ans. Donc ça va être ce public-là auquel moi, comme j'avais dit au début, je côtoie beaucoup sur des missions interrégionales et nationales. Donc comment s'organiser? Donc on va avoir plusieurs responsables de secteur sur le programme performance jeune de la fédération. Donc on va avoir un grand responsable, donc c'est lui qui s'occupe de toute la politique de ce programme-là, et qui ensuite a nommé chacun des responsables de différents stages, différents pôles. Donc on va avoir des responsables sur un stage qui s'appelle Road to Olympics. Ça va être des stages pareil d'entraînement et de regroupement pour les U15, donc des jeunes de 14 ans, entre différents pays, donc la France, l'Italie, l'Allemagne, des pays de l'Est, etc. Donc voilà. Donc là, il y a plusieurs responsables. Au total, il y a 5 stages qui ont lieu à chaque fois dans un pays différent.
Il y a le responsable du match France-Angleterre. Donc là, ça va être un stage où tous les ans, parmi les meilleurs rameurs français, donc U17, vont se confronter aux meilleurs rameurs anglais U17. Donc c'est des duels, hein, chacun dans les mêmes embarcations. C'est une année en Angleterre, une année en France. Et donc ils vont s'opposer. Et en fait, c'est simple, il y a toutes les embarcations possibles. Et à la fin, on compte les points entre la France et l'Angleterre. Ceux qui ont gagné le plus de duels, la nation gagne le match. Donc voilà. Et ensuite, donc, il y a le stage franco-allemand jusque-là qui va probablement devenir franco-allemand-Italie. Et donc ce stage-là, c'est moi qui en suis responsable pour la fédération. Donc stage d'entraînement d'une semaine où là, on va vraiment parler de performance et ça constitue un préambule pour que les jeunes, notamment français, se fassent une idée des prérequis du haut niveau et un petit peu à quelle sauce ils vont être mangés pour accéder au haut niveau sur les championnats du monde, notamment junior, et puis ensuite senior, etc. Tu as besoin de maîtriser la langue allemande quand tu fais ce... Alors non, fort heureusement. Donc principalement, on va beaucoup parler anglais, bien sûr. Et aussi, donc ça c'est obligatoire pour que ça s'inscrive avec des subventions de l'OFAGE, il faut qu'il y ait un animateur linguistique, donc qui va parler les deux langues, tout simplement. C'est souvent un Français qui vient, et donc ça facilite quand même grandement les échanges. Mais sinon, non, globalement, tout le monde parle anglais. C'est là où on se rend compte, encore une fois, que des fois en France, en anglais, on n'est pas très bon. Les catégories jeunes au niveau international, elles se terminent à quel âge? Alors, on va dire, si on parle de jeunes, ça va être jusqu'à 18 ans. En gros, on a donc U15, U17, après ce sera U19, donc 17-18. Et à partir du moment où on est majeur, en gros, on va passer sur du senior, donc U23. Et puis donc après, à partir de 19 ans. De la majorité, ouais, 19 ans, ouais, c'est ça. Donc voilà, où là, on va parler catégorie senior. Donc voilà. Donc voilà un petit peu. Donc pareil, pour en revenir sur ce que je disais, donc nous, notamment là, sur ce mois-là, mois de février, je pars sur la dernière semaine de février pour un stage interrégional avec les collègues, collègues de Bretagne, d'Île-de-France, Pays de la Loire, Centre, où en gros, on va prendre une grande partie de jeunes rameurs, donc U17, de nos régions respectives, qui nous semblent être dans les clous au niveau de leur performance sur différents paramètres, où on va les faire ramer ensemble pour voir si on peut en tirer des équipages qui vont aller essayer de chercher un petit ticket pour ce fameux match France-Angleterre, donc qui va avoir lieu en fin d'année. Le fonctionnement, il est assez simple, hein. Il y a plusieurs embarcations qui sont possibles pour l'inscription pour ces régates de qualification. Selon les embarcations, il y a différentes places qui sont allouées. Sur les embarcations les plus longues, il y a 2 places à prendre. Donc c'est-à-dire que les 2 premiers bateaux qui vont se qualifier, ils iront au France-Angleterre. Sur les embarcations plus courtes, il y a 5 places à prendre. Les 5 premières, ils iront au match France-Angleterre. Voilà, c'est bête et méchant. Là, il y a pas de, c'est vraiment du match race en fait où c'est bête et méchant. Faut se qualifier, faut être dans les places. Il n'y a pas de quota par rapport à un minima temporel ou sur une distance. En fait, non. Là, ça va vraiment être à la place. Comme ça pourrait se passer en natation. Oui, tout à fait. Non, là, c'est vraiment à la place. Et donc, tout le monde est libre pour ces régates de qualif. Tout le monde est libre d'y participer. Et il n'y a aucune contrainte, j'allais dire, géographique ou de club. C'est-à-dire qu'un bateau de 4 personnes, ça peut être 4 rameurs d'un coin différent de la France. Il n'y a aucun souci là-dessus. Chacun fait ses équipages comme il l'entend. Ça peut être des mix de clubs, de régions. Là-dessus, il n'y a aucun souci. Et le but, c'est de proposer les bateaux les plus performants. Et à partir de ce vivier qu'on va avoir qualifié, c'est là où ils vont être orientés sur différents bateaux pour avoir tout le panel des embarcations possibles pour le match France-Angleterre contre les Anglais. Donc voilà. Donc, des questions par rapport à ça? Non? Bon, tout est clair. Ouais. En fait, pour ces jeunes rameurs, souvent, ces stages-là, ça constitue, entre guillemets, déjà une première petite qualification à leur échelle. Et c'est toujours intéressant pour les motiver. On essaye sur ces stages-là de leur faire prendre conscience de pas mal de choses. Notamment, on leur apporte des billes sur la préparation physique, etc. Donc voilà. Donc voilà, sur le stage plus concret franco-allemand, donc c'est un stage d'entraînement entre les 16 meilleurs rameurs français, allemands et 17 comme je l'évoquais. Donc là, mon rôle, c'est la coordination logistique et sportive du stage pour la Fédération française d'aviron. Donc que ce soit quand c'est en France ou quand c'est en Allemagne.
Donc quand c'est en France, ça fait quand même plus de responsabilités parce qu'il faut accompagner dans notre pays une délégation étrangère. Et à l'inverse, du coup, quand ça va être comme c'était là cette année en Allemagne, où on va aller, le mois d'août, je vais aller avec la délégation française en Allemagne, et c'est donc à moi d'accompagner les jeunes. Et donc maintenant, parce que ça c'est récent, où on inclut donc l'encadrement qui va être avec moi. Là cette année, donc on était 5 pour l'équipe de France. J'avais donc 4 alternants en DEGEPS. Donc il y a à la fois ce rôle, donc eux ils sont à la fois encadrants, et donc moi j'ai ce rôle donc de coordination à la fois donc des alternants et puis des rameurs sur le stage. Ouais, donc c'est une responsabilité assez importante quand même. Ouais, tout à fait. De tout à fait. coordonner différentes choses. Ouais, c'est assez important. Et du coup, à la fin, l'objectif aussi, c'est de rédiger un bilan technique et sportif du stage, donc à la fois pour l'OFAGE et la direction technique nationale. C'est toujours intéressant quand on est avec une nation étrangère de prendre des billes, voir comment eux ils fonctionnent, et notamment ce que j'expliquais, toute notre manière de visualiser la préparation physique chez les jeunes. On la doit beaucoup avec nos échanges et nos collaborations avec les Allemands, qui eux ont... En fait, c'est très simple, hein, on le voit, c'est d'année en année. Nous, en France, chez les jeunes, ils rament très bien. Si on se prend un référentiel technique, ils ont une belle gestuelle, parce que toujours, c'est ce qui se dit des Allemands, ils disent « Ah, les Français, ils rament super bien ». Mais on est derrière parce qu'on a des profils, c'est super, ils rament bien, mais il manque de capacité physique propre et transversale, c'est-à-dire des gens puissants, des gens costauds. Parce que chez les Allemands, ils vont vraiment insister d'abord sur la base de la pyramide, tout ce qui va être préparation physique générale, et ensuite on va être dans la spécificité. Nous, c'est ce qui a été, je pense, vraiment un problème pendant pas mal d'années en France, où on entendait dans les clubs, faut ramer tout de suite à mort sur du spécifique. Et en fait, non, on se rend compte que ce qui est vraiment important, c'est d'abord de former des athlètes, et ensuite, quand ils montent en compétences et ils montent en âge, c'est là où on va commencer à les spécifier, les faire rentrer dans la spécificité. C'est le principe de la pyramide, hein, toujours la même chose. Il faut une base avec des compétences transversales, et au fur et à mesure, on va commencer à vraiment être dans le spécifique. Et puis il y a des qualités, je dirais, mentales très importantes pour être capable d'aller au-delà de sa propre performance et de tenir un effort sur une distance donnée. Oui, tout à fait. Nous, l'aviron, on a un sport majoritairement à endurance de force. Donc on va être... Là, ça doit vous parler normalement, on a un sport à 80% à peu près d'aérobie. Donc on est vraiment un sport qui va nécessiter un travail foncier très important. Et notamment, du coup, sur donc, les machines à ramer, donc les ergomètres, où ça, c'est vraiment... La machine à ramer, c'est un incontournable si on veut faire de l'aviron à haut niveau. Notamment, il y a un test physique où, en fait, c'est simple, c'est la distance de course sur la machine, 2 km. Et le but, c'est de faire les 2 km en un minimum de temps. Et ça, c'est, j'ai envie de dire, même l'élément le plus important si on veut accéder aux équipes de France et un peu n'importe quelle nation, d'ailleurs. Pour ceux que ça intéresserait, je crois qu'il y a des portes ouvertes au club de Caen, non oui, c'est possible. On peut accéder à tout. Ah oui, de toute façon, oui, pour venir faire, oui, bien sûr, une séance, c'est tout à fait possible. Ouais. Donc, si parmi vous, il y en a qui veulent progresser au niveau de la puissance musculaire, allez faire un tour du côté de l'aviron. C'est une discipline qui est très complète au niveau des membres, et puis qui va particulièrement nécessiter la filière aérobie. Pour se renforcer les ischios. Du coup, donc, sur le rôle de classificateur fédéral, donc, je vous en ai un petit peu parlé. Donc, rôle de répartition des athlètes en situation de handicap physique dans les 3 catégories de para-aviron, donc para-rowing 1, 2 et 3. Pour la faire très simple, PR1, ça va être des personnes qui vont être sanglées et qui vont vraiment pouvoir se servir que des bras. PR2, on va leur permettre d'avoir le bascule avec le tronc. Et PR3, ça va être beaucoup plus large. Ça va être normalement le geste sur globalement toute sa longueur. Donc on va se servir des jambes, du buste et des corps avec des contraintes. Ça peut être... Là, c'est là où on va rentrer dans des fois le fil entre valide et handicap est très ténu parce que on voit sur les Jeux paralympiques, sur les athlètes PR3, des fois on n'est pas capable, quand on les voit ramer, de discerner un handicap. C'est compliqué. Des fois, ça va être un manque de mobilité de cheville, un manque de mobilité au niveau de la main pour l'appréhension de la rame. Donc voilà.
Et le but, donc, en tant que classificateur fédéral, on fonctionne en binôme. C'est-à-dire qu'on va avoir un classificateur médical qui, lui, va avoir tout le rôle de d'éplucher le dossier médical et de faire toutes les mesures d'angulation de l'athlète, etc. Donc, je ne rentre pas forcément dans les détails parce que ça doit rester un petit peu, pas confidentiel, mais C'est normal. en fait, le responsable de secteur insiste sur le fait qu'il ne préfère pas qu'on sache trop comment ça se déroule, tout simplement parce qu'il n'y ait pas cette notion de se préparer au testing. Ça va être un testing qui doit être fait en toute âme et conscience et où les athlètes doivent donner le meilleur d'eux-mêmes pour être classés dans la catégorie qui leur correspond. Mais voilà, donc en fait, c'est toute une petite batterie de tests qui va finalement à la fin permettre Donc là, c'est une nouvelle mission pour toi. Oui, c'est ça, tout à fait. C'est une nouvelle mission. En fait, j'avais demandé, il y avait une formation classificateur fédéral qui était ouverte, donc je me suis inscrit sur cette formation que j'ai réalisée. Et par la suite, du coup, j'ai été invité là, sur le dernier stage donc, fédéral sur la détection pour des futurs athlètes pour les équipes paralympiques. Et donc c'est là où j'ai finalisé donc, le rôle de classificateur fédéral, où j'ai passé toutes les classifications de ces athlètes qui étaient sur le stage. J'ai pas suivi, mais les résultats au para... Très bon, pour le coup, bien meilleur. En fait, c'est simple, hein, on avait tous nos équipages déjà qui ont été qualifiés aux Jeux paralympiques, tous les équipages en finale. Et 2 médailles paralympiques, donc une médaille d'argent et une médaille de bronze. Donc non, 2 médailles de bronze, pardon. Une pratique porteuse d'avenir. Tout à fait, ouais. Pour le coup, le para-aviron français se porte bien, porte très bien. Et donc ensuite, sur le reste des missions fédérales, donc déclinaison de la politique sportive fédérale sur la région, hein, comme je disais, hein, faire une antenne de relais, chronométrage des différents championnats nationaux, j'en ai déjà pas mal parlé. Et donc ensuite, pour revenir sur les qualités requises pour le poste. Très intéressant. Donc à mon sens, donc rigueur, parce que de toute façon, si Comme vous êtes vous, amené chers étudiants, tous rigoureux. c'est malgré tout, même si il y a des styles différents, je vois pas comment on peut envisager de la compétition sans rigueur, un minimum. Enfin, pour moi, c'est impossible. La compétition est étroitement mêlée à une certaine forme de rigueur. Donc ça, c'est important d'en faire preuve. C'est pour tout, à tout niveau, mais à un moment, dans la posture de l'encadrant, c'est tout bête, mais si vous avez des athlètes, des compétiteurs, si vous-même vous ne donnez pas l'exemple, vous arrivez en retard, ou etc., comment vous pouvez attendre d'eux qu'ils soient rigoureux? Ça paraît difficile. Donc c'est important de montrer l'exemple. Curiosité, ça pour moi c'est un aspect qui est très important. Pas avoir peur d'aller voir d'autres publics. En fait, comme ça a été mon cas, parce que finalement, surtout les domaines, là, parce que je vous ai finalement présenté pas mal de publics, hein, public milieu carcéral, public en situation de handicap, valide, etc. À aucun moment on me l'a imposé, mais on m'en a donné la possibilité que j'ai pris et que je ne regrette pas du tout d'avoir pris, parce qu'encore une fois, ça permet d'étayer un petit peu, d'avoir plusieurs cordes à son arc, et puis c'est toujours intéressant. En fait, je trouve que qu'importe le public vers lequel on se tourne, le fait d'encadrer ce genre de public, ça va à la fois être intéressant sur ce public spécifique et ça va rayonner sur notre encadrement général, notre manière d'encadrer. Je trouve que ça apporte un plus, qu'importe le public. Donc ensuite, j'ai mis pédagogie, parce que ça me paraît pareil, avoir des capacités. Tu apprends dans l'alternance. Voilà, exactement. Capacité de pédagogue, capacité de, relation entraîneur-entraîné peut-être. Ouais, la relation entraîneur-entraîné qui est très importante. Et puis finalement, c'est pas le tout d'avoir un œil aiguisé, c'est-à-dire d'être capable de discerner des fautes. Encore faut-il être capable de les corriger. Et c'est là aussi où c'est très important. Il y en a beaucoup qui pensent que parce qu'ils vont être capables de déceler une faute, ils vont pouvoir être entraîneurs. Oui, c'est bien sûr, mais le truc, c'est que voir la faute, j'ai envie de dire, c'est même pas la moitié du travail. Le travail, ça va vraiment être de la faire comprendre à son athlète et de la corriger. Et c'est là où, pour moi, la qualité de pédagogie elles sont importantes. Donc, connaissance de l'activité, pareil. C'est indispensable, c'est la base. Voilà, c'est la base. Hein. On peut Ce pas, que vous apprenez ici en STAPS, entre autres. Voilà, on ne peut pas envisager d'encadrer sérieusement une activité auquel on ne connaît pas. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, quand votre spécialité n'est pas dans vos études, il est important d'aller se former dans sa propre fédération, comme toi, tu l'as très bien montré et tu l'as fait. Exactement. Ça, c'est un indissociable. Pareil, c'est super important. Adaptabilité, flexibilité, hein, je les mets un petit peu ensemble. Très important aussi. Donc là, vous êtes beaucoup à travailler en association. Ça vous est peut-être déjà arrivé. Hein. Adaptabilité, moi, exemple concret, hein, des fois, on a des jeunes athlètes qui sont aussi, eux, tributaires de leurs heures scolaires, des fois, des profs qui sont là, des profs qui ne sont pas là. À un moment, est-ce que je peux arriver un peu plus tôt? Est-ce que je peux arriver un peu plus tard? Après, voilà, c'est
fixer ses limites, mais je sais que moi, dans mon cas, des fois, on va finir un peu plus tard parce qu'il y a un athlète qui va arriver plus tard. Moi, je pars toujours de ce principe que quand il fait du mieux qu'il peut, et souvent, ceux qui arrivent comme ça, c'est des athlètes qui, on sait déjà qu'ils sont à mort investis, que s'ils arrivent en retard, ils n'y peuvent rien, c'est comme ça. Et des fois, voilà, on avait prévu de finir à certaines heures, ça va dépasser un peu. Moi, en tout cas, sur mon credo, c'est d'accompagner les athlètes qui jouent le jeu. Si un athlète joue le jeu, j'aurai toujours le jeu avec l'athlète, là-dessus, il n'y a aucun souci. À l'inverse, si c'est des athlètes qui préviennent pas, qui font leur truc dans leur coin, à un moment, on n'est pas non plus à leur disposition complètement. Voilà, c'est trouver pour moi le bon juste milieu là-dessus, quoi. Mais pour moi, on fait pas des horaires de bureau et je peux pas non plus envisager la profession en disant non, t'arrives plus tard, désolé. Justement, tu me dis, on fait pas des heures de bureau, hein, c'est ouais. un métier particulier, comme tu viens de le montrer. Tu touches à beaucoup de secteurs d'activité. Une semaine en termes d'heures, ça représente à peu près combien alors on va dire, sur ma fiche de poste, c'est 35 heures. Oui, mais ça c'est la fiche. Voilà. En réalité, en fait, on cherche un petit peu à se pondérer avec mon collègue. On est assez, libre au niveau de notre organisation de semaine. Là-dessus, on est autonome. Et en fait, des fois, ça peut être des semaines qui vont déborder à 40, 45 heures. Ouais. Et du coup, qu'on va chercher à rattraper quand on J'imagine que quand tu es sur un stage comme France-Allemagne, là tu exploses le compteur. On compte pas les heures. Mais encore une fois, et là-dessus, c'est des heures qui, pour moi, passent toutes seules parce que s'il vous plaît. En fait, c'est difficile aussi. C'est intéressant l'exemple du France-Allemagne. Parce que j'avais des fois certains stagiaires du coup, qui étaient avec moi qui disaient « Ouais, nos heures. » Ce que je leur disais, je fais « Attendez, vos heures, là, on est là. Vous échangez avec d'autres entraîneurs étrangers. » Enfin, pour moi, puis encore une fois, là où la manière de compter les heures, elle est très approximative parce que à un moment, quand on est tous ensemble à boire un coup ou on échange, est-ce qu'on est sur le travail? Pour moi, en fait, c'est ça le truc, c'est que c'est très. C'est tout aussi enrichissant. Exactement, c'est tout enrichissant et c'est toujours. Enfin, pour moi là-dessus, c'est sur ce genre de choses, c'est pas un problème du tout d'exploser le compteur d'or. Donc une fois de plus, tu nous démontres que dans le milieu sportif, on n'a pas la pointeuse, quoi. Hein, non. On se doit d'un engagement et comme le disait Franck Doudet la semaine dernière, certainement d'être passionné par notre métier. Enfin, en tout cas, le secteur d'activité dans lequel on exerce, pour pouvoir pérenniser. Je ne sais pas si tu arrives au terme de ta conférence. Quasiment, ouais. Quasiment. Est-ce que donc là, ça fait combien d'années que tu es à ce poste? Et maintenant, ça va faire la 4e année. 4e année. Ouais. En termes de pérennisation, tu penses que ça va durer encore longtemps? Bon, tu es en CDI, donc tu peux faire ça toute ta vie, bien sûr. Mais est-ce que toi, tu te vois... Est-ce que tu as l'impression au bout d'un certain nombre d'années, tu arrives à un certain summum de ta compétence et que tu aurais besoin de te renouveler Alors là, 4 ans, c'est peut-être un petit peu juste encore pour avoir cette sensation-là. Ouais. À travers des collègues, peut-être tu as pu voir ça, je ne sais pas. C'est une bonne question. Je dirais que, alors, comme tu as dit, pour l'instant, finalement, 4 ans, c'est pas non plus énorme, hein, encore une fois, à l'échelle d'une vie. Je dirais que là, j'ai quand même la chance sur mon poste d'avoir vraiment pas ce côté routinier, et notamment sur cet appui des missions fédérales qui permettent quand même de diversifier le champ des possibles. Et même en fait, en restant sur ce poste, j'ai beaucoup de possibilités de m'épanouir et d'évoluer dans mon travail en restant en fait, salarié de la Ligue parce que je vais pouvoir accéder à d'autres missions fédérales, etc. C'est un poste évolutif, c'est ça qui est très intéressant et qui évite la routine en fait. Complètement. Ah non, mais de toute façon, j'ai pas une semaine qui ressemble à une autre. Hein. Ça là-dessus, c'est un petit peu l'avantage de nos professions souvent quand même. C'est des professions qui vont globalement nous permettre de nous extirper d'une certaine routine. Enfin, je trouve. En tout cas, dans mon cas, c'est la réalité. Très bien. Ouais, et du coup, donc voilà, en fait, on est là, hein, possible évolution de carrière. Donc c'était évolution des missions du poste actuel, donc on y est clairement. Donc passage du professorat. Donc, alors c'est une possible évolution. Pour l'instant, c'est pas dans les cartons. Tu disais que c'était pas dans tes cartons, que c'était pas ta priorité. Et création d'une autre entreprise. Alors ça, c'est pareil en gardant. C'est Quentin Hurel qui nous a parlé de ça. Hein, Adrien Dutertre également, hein, qui lui est auto-entrepreneur en tant que préparateur mental. Oui. Donc ça, pareil, là, c'est une possibilité. Alors tout en gardant un CDI, bien entendu, mais ça, c'est peut-être plus. Le statut permet ton CDI,
et Oui. une activité indépendante. Naturellement, je crois en termes d'heures, tu ne peux pas dépasser. En fait, ça dépend de l'employeur. Souvent, c'est l'employeur, il y a une Qui clause de détermine, non-concurrence. Et en fait, s'il n'y a aucun souci pour lui, on peut faire ce qu'on veut à côté. C'est tant qu'on est dans les cas de... C'est important de le préciser. Donc voilà, donc ça peut être possibilité pour à mon compte proposer des services, pas forcément sur le sport de haut niveau, mais différentes choses. Ça peut être une possibilité aussi à côté. Non, tu l'as pas encore créé. Non. Mais ça peut être une possibilité. On arrive donc au terme de cette conférence. Est-ce qu'on peut lancer peut-être, c'est peut-être un grand mot pour vous, mais une foire aux questions? Je suis taquin aujourd'hui. Non? Les rapporteurs? Tout est clair? On verra ça le jour de vos rapports. Eh bien, je reviens à la table pour clôturer cette conférence de Donatien. Donatien, un grand merci à toi une nouvelle fois, troisième année. Oui, troisième année, oui. Ton passé, enfin ton expérience d'étudiant en STAPS, et comme tu nous l'as très bien montré, alors c'est pas fini, hein, je suis en train de parler là, à tout hasard. Le pouvoir du silence. Et donc, on voulait te remercier parce que ton apport est vraiment très précieux, surtout sur une activité qui n'est pas si commune ouais, qu'on pourrait le croire sur notre territoire national, même si c'est une ancienne activité qui rayonne toujours. Alors même si aux Jeux Olympiques cette année, ça a été un peu dur. Un petit peu plus compliqué, ouais. Mais il y a le para qui a compensé. Oui, tout à fait. Donc un grand merci à toi. Merci et en espérant te revoir. Avec plaisir.